Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va recevoir Dr Kevin. Salut, Et salut. ça va? T'es en forme? Et ben ouais, en forme après le boulot, donc un peu fatigué quand même, mais toujours en forme pour parler des dents et de prévention. Et oui, parce qu'on va parler de santé buccale, bucco-dentaire, voir un petit peu les enjeux sur la santé de sa bouche et aussi la santé globale. On est accompagné aussi de Pierre de 1000%. Ça va? Ouais, super, salut à tous. Cool, Salut Kevin. Content d'être tous ensemble. J'ai noté un petit chiffre pour commencer, pour placer le contexte. L'OMS dit qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui sont atteintes de maladies bucco-dentaires. Voilà, donc c'est un petit teasing sur l'ensemble de l'épisode. Avant, tu vas pouvoir te présenter. Je te laisse voilà, nous dire un peu ton parcours, ce que tu fais, et puis Ouais, voilà. bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Kevin, d'où le pseudo Dr Kevin. Pas très original, mais j'aime bien le contre-pied, parce que normalement, les Kevin, ça ne fait pas, c'est pas docteur. Mais voilà. Et voilà, moi, je suis dentiste, du coup, diplômé depuis 2020. Euh, Pendant mes études, eh ben, j'ai créé du coup ce compte, Dr Kevin, pour faire de la prévention, vulgariser un petit peu le milieu bucco-dentaire, dédiaboliser mon métier. Et au début, j'ai commencé parce que ben, je voyais sur beaucoup de réseaux ben, plein de bêtises. Se brosser les dents avec du jus de citron, utiliser plein de produits sur les dents pour les blanchir. Et il y avait personne pour dire stop et pour avoir cette réglementation. Et du coup, je me suis lancé. Et bah, ça a mis un petit peu de temps à marcher parce qu'au début, c'était un peu bizarre. Moi, j'ai commencé sur TikTok. Et au départ, c'était une plateforme assez juvénile, assez jeune, où il y avait beaucoup de danse. Donc au début, c'était un peu bizarre. Et puis après, bah, il y en a eu plein qui se sont joints à moi pour faire du contenu un peu plus pertinent. Ouais, magnifique. Et depuis, tu fais un contenu très riche sur plusieurs réseaux. Et tu as écrit aussi un premier livre. Ouais, c'est ça, ça s'appelle L'incroyable pouvoir de vos dents et c'est disponible dès maintenant en précommande. Bon, ce sera partout le 25 septembre, mais là c'est déjà en précommande sur la Fnac ou sur Amazon. Et en fait, c'est un livre du coup qui récapitule un peu plein d'anecdotes dentaires. Ah, je vois plus du coup. Ah si, c'est beau. Ah, c'est mon livre, hyper beau. Donc plein Ouais, d'anecdotes sur le Bien, Pierre. dentaire. on le mettra, là on le met en live pour que vous puissiez voir la D'accord. couverture, Ok, mais cool. Bon, on c'est pourra gentil. l'inclure. Donc voilà, plein d'anecdotes dentaires hyper intéressantes et surtout voilà, on a travaillé avec à l'aide de beaucoup d'articles scientifiques, les dernières études scientifiques, pour montrer un petit peu toutes les pathologies qui peuvent tous nous atteindre et comment s'en protéger et surtout pour vous et vos enfants parce que bah, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut prendre des bonnes habitudes. Et j'en suis sûr, en fait, je suis hyper content de ce livre parce que c'est un vrai outil de prévention. Et je suis sûr que si on le lit attentivement et qu'on essaye d'appliquer un peu toutes ces astuces, tous ces conseils, eh bien, on peut éliminer vraiment 90% des problèmes bucco-dentaires tout au long de sa vie. Et encore plus si on démarre ça pour ses enfants. C'est vrai que la prévention bucco-dentaire, elle est un peu hasardeuse en France. On va plutôt chez le dentiste quand on a vraiment très mal aux dents et quand on est plutôt dans le curatif. Bien sûr. J'aurais voulu commencer par le fait que tu redonnes en fait le sourire aux gens en fait, hein. Il y a un lien Ouais. social à travers les dents, le sourire. Ah ben c'est clair que c'est la première façade, c'est hyper important, c'est un peu ça montre un peu le social, ça montre aussi l'état de santé parce que bon maintenant les gens ils ont de plus en plus conscience que bah, les dents c'est le reflet de la santé et bah, je pense qu'on le verra plus tard mais le lien entre énormément de pathologies qu'on découvre petit à petit, hein, les dernières études bah, elles sortent depuis peu sur le lien assez énorme entre les bactéries buccales et des maladies assez terribles, même comme le cancer. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en s'intéressant au sujet, on apprend, tu vois. Nous, on est 1000% parce qu'à chaque invité, on prend 1%, voire 2% en fonction des invités et on essaie de s'optimiser.
Et le sujet bucco-dentaire, je sais pas à toi Pierre, mais c'est vraiment un sujet où on avait peu d'infos. Hein. Oui, très, très peu d'infos survolées. Hmm. Je suis là pour combler vos lacunes aujourd'hui. Oui, carrément. Trop bien. On en avait discuté un peu dans le rôle de l'amylase salivaire, dans la digestion, le fait de bien mâcher ses aliments pour améliorer l'assimilation Bien sûr. et la digestibilité. Mais sur l'aspect santé des dents, bon, au final, j'avais que mes notions à moi et celles que m'avait communiqué mon dentiste. Donc, Ouais. Après, là, moi aussi, voilà, je suis en train de me spécialiser un petit peu, de faire une formation complémentaire, un diplôme universitaire à la fac de Nice, là, de parodontie. Et c'est un enseignement extrêmement riche en microbiologie, en tout ce qui est l'étude des bactéries et du parodonte, hein, le tissu qui entoure les dents, à savoir l'os, la gencive, les ligaments. Et parce que ces bactéries, eh ben, on le verra, je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde maintenant. si, ouais. Si Tu tu peux y veux, on aller à peut fond. l'aborder. En fait, déjà, pour reprendre, faudrait reprendre dès le début, en fait, parce que déjà, je pense qu'il y a 99% des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est une carie, qui ne savent pas ce que c'est une inflammation de gencive. Et en fait, il faut remettre un petit peu dans le contexte. En fait, ce pourquoi je me bats tous les jours, c'est contre les dégâts que fait la plaque dentaire. La plaque dentaire, en fait, c'est un petit dépôt qui se met sur tes dents, et ça, c'est tout le monde. C'est après le repas. C'est un petit dépôt qui peut être invisible. Si vraiment tu laisses traîner, ça peut être un petit peu blanchâtre. Voilà, comment on peut le voir? On passe sa langue sur les dents. Si c'est rugueux, c'est que t'en as. Voilà, c'est que t'as pas assez brossé. T'as ce dépôt. Bon, pourquoi j'en parle? Parce que ce dépôt, on le matérialise souvent avec le tartre. Le tartre, en fait, c'est la calcification de cette plaque dentaire si on brosse pas assez cet endroit. Bon, ok. Sauf qu'en fait, la plaque dentaire, euh, il y a des bactéries. Il y a des bactéries qui sont dites cariogènes, qui font des caries. Et ça, en fait, comment on le voit, en fait, c'est que la carie, on l'assimile souvent au sucre. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. La carie, c'est une bactérie qui va être dans la plaque dentaire et qui va être collée à la dent. Elle va prendre le sucre de ton alimentation et elle va le transformer en acide. Et c'est ça qui va déminéraliser la dent. Donc faire une petite cavité, une carie qui va s'étendre petit à petit. Et si tu laisses traîner, ça s'étend beaucoup, ça va plus proche, ça passe les couches, hein, l'émail, la dentine, puis après la pulpe. Donc ça déminéralise la dent. Et en fait, ça va rendre cette dent complètement poreux, un tissu comme du pourri, on peut l'assimiler. Hein, c'est ce que vous voyez souvent sur mon compte hein, quand je retire la carie. Mais en fait, c'est du pourri qui sort. Il faut tout nettoyer. D'ailleurs, j'en profite. Hein, comment le dentiste fait pour savoir si c'est de la carie ou pas? On va mettre une sonde sur la dent et on va toucher la dent. On va toucher la cavité. Si c'est une cavité qui est molle, ben c'est là où il y a de la carie, en fait. Et c'est là où il faut continuer à creuser parce que c'est du pourri et ce bout pourri a des bactéries qui continuent à creuser la dent. C'est pour ça qu'il faut tout éliminer. Si c'est dur, par contre, c'est du tissu sain. Donc on peut s'arrêter. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on voit et c'est intéressant, je pense, de le savoir. Bon, ça, ok. La carie, tout le monde maîtrise. Je pense que on le voit. Plus tôt on prend en charge. Ouais. Et tu mets du produit de contraste aussi. Ouais, alors produit de contraste du coup, c'est un révélateur de carie dentaire et en fait ça va révéler si on doit continuer à enlever de la carie ou non. Et en fait, ça va révéler la dentine affectée de la dentine infectée. La dentine, c'est la sous-couche en dessous de l'émail. Et si elle est affectée, on peut la laisser. Si elle est infectée, par contre, si elle se colore, là, il faut l'enlever. Donc c'est ça, en fait, le produit de contraste dont tu parles et dont tu vois sur mes vidéos. Ok. À différencier avec le produit de contraste que tu disais qu'on pouvait acheter en pharmacie Ouais. pour voir où est-ce qu'on avait de la plaque Alors dentaire. ça justement, bon, je vais en parler. Là, c'est un peu confus parce que je m'éparpille un peu, mais ça c'est un révélateur de plaque dentaire, donc ce qu'on parlait au début. Et ça, tu peux l'acheter en pharmacie. Et tu peux voir justement si tu te brosses bien les dents, parce que c'est ça l'intérêt en fait. Je vous ai parlé un peu des bactéries dans la plaque qui sont cariogènes, qui provoquent de la carie. Mais les plus terribles pour moi, c'est les bactéries qui sont parodontopathogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles inflamment la gencive, c'est les bactéries qui inflamment la gencive, qui font saigner la gencive et qui provoquent, on appelle ça parodontopathogène parce que c'est délétère pour le parodonte. Le parodonte qui est l'ensemble des tissus de soutien de la dent, la gencive, l'os,
les ligaments. Pourquoi j'en parle et j'utilise ce terme? Parce que c'est la pathologie que je traite le plus au cabinet, c'est la parodontite. Donc c'est les maladies parodontales et je souligne parce que les maladies parodontales, en France, c'est 3 Français sur 4 qui en souffrent. Et c'est des vrais chiffres. Donc de la simple gingivite, la petite inflammation de gencive qui fait saigner, qui est totalement réversible si on fait les bons traitements, si on prend en compte son hygiène, si on modifie son hygiène et qu'on fait les bons gestes, à la parodontite, qui est le déchaussement des dents à terme et l'expulsion des dents. Donc c'est ça qu'il faut, et ça c'est irréversible. Ouais. Et tu dis qu'il y a 3 Français sur 4. Est-ce qu'elles peuvent être asymptomatiques, genre Oui. silencieuses, d'avoir Complètement. des maladies? Une maladie Ok. parodontale, c'est pour ça que je trouve que c'est la plus terrible des pathologies, c'est qu'elle est extrêmement silencieuse. Elle commence souvent par un saignement de gencive et on se dit au brossage, hein. On se dit, bon, c'est juste au brossage, j'ai dû forcer ou quoi. Ça passe inaperçu et ça s'aggrave. Et en plus, le pire des cas, c'est que les fumeurs, eh bien, comme le tabac c'est vasoconstricteur, ça ne saigne pas. Donc c'est encore plus inaperçu. Et si on ne fait pas un contrôle chez un dentiste, même un contrôle radiographique, sinon on ne voit pas tout, c'est très compliqué. Surtout qu'en plus il y a beaucoup de dentistes qui ne prennent pas ça en compte parce qu'ils n'ont pas. Il y a beaucoup de dentistes qui n'ont pas les formations en parodontologie malheureusement, qui passent inaperçus et ça s'aggrave. Et comme tu l'as dit au début, ben, aussi beaucoup de Français viennent que quand ils ont mal. C'est très compliqué. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont pas allées chez le dentiste depuis 5, 10 ans. Et forcément, ça change tout. Et oui, et alors comment on fait pour suspecter une maladie parodontale? Quels sont les signes? Tu as parlé du saignement. Est-ce Bien qu'il peut sûr. avoir une mauvaise haleine? Ouais, exactement. On a déjà, en fait, il faut bien comprendre qu'une maladie parodontale, c'est une inflammation du coup des tissus qui entourent la dent, due à une bactérie. Donc une bactérie, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça prolifère, ça pue, donc ça provoque l'halitose, hein, la mauvaise haleine. Mais ça, moi j'ai plein de patients qui n'en ont pas conscience d'avoir mauvaise haleine, malheureusement. Et après, ben, en fait, c'est très simple, hein. Tu prends ta brosse à dents, tu vois si ça saigne, du fil dentaire, tu vois si ça saigne. Si ça saigne, c'est que déjà, ta gencive est malade. C'est vraiment les premiers cours en parodontologie quand tu fais ce diplôme universitaire. On te dit une gencive qui saigne, même à un simple brossage, c'est une gencive malade. Voilà, ça c'est évident. Ok, donc le saignement, c'est vraiment le signe à prendre en compte, quoi. Ouais. Ah, avec le brossage, d'accord, mais même avec du fil dentaire? Ouais. En fait, ben, moi le premier, j'ai pas eu cette éducation à passer le fil dentaire entre mes dents quand j'étais petit. Mm. Alors que là, les recommandations, c'est dès que tu as 2 dents qui se touchent, il faut nettoyer entre les dents. Parce que le brossage ne suffit pas. Et en fait, moi le premier, j'ai mis beaucoup de temps à adopter cette pratique parce qu'au début, je me disais ça passe pas, ça peut faire mal, ça saigne, ça peut puer aussi quand tu le passes pour une première Mm. fois. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que même avec une bonne hygiène, un brossage de dents 2 fois par jour, eh bien, si tu me passes un coup de fil dentaire et que tu n'en as pas du tout l'habitude, ça va saigner et puer parce que tu as des bactéries qui prolifèrent dedans. Il y a eu des petits restes alimentaires qui ont fermenté. Et ben voilà, c'est terrible parce que c'est ça le truc. Donc là, tu me dis que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser Ouais. de fil dentaire. Si j'utilise le fil dentaire, automatiquement, ma gencive va saigner. Donc automatiquement, je suis dans les 3 personnes Alors, sur 4 avec une maladie parodontale. attention, pas automatiquement, parce qu'on est sur Ok. l'humain, je pense que vous connaissez, on est tous différents, et malheureusement, nos bactéries aussi. C'est pour ça que moi, en fait, je suis un docteur qui déteste les docteurs qui disent une consigne à tout le monde la même. Parce qu'en fait, tout le monde est différent, et je vais vous dire, on parle de plaque dentaire, eh bien, cette plaque dentaire, elle a des bactéries qui deviennent pathogènes, mais en plusieurs heures. Mais par exemple, chez moi, peut-être qu'elles mettent 12, 13 heures à devenir pathogènes. Mais ça veut dire que pour moi, un brossage de dents 2 fois par jour, ça suffit. Mais peut-être que chez certains, et j'en vois beaucoup, eh bien, elles deviennent pathogènes en 6 heures. Et bien là, c'est pour ça qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Et du coup, on ne peut pas dire un conseil unique à tout le monde. Ça dépend d'énormément de facteurs. Et du coup, il y a des gens qui ont une parodontite alors qu'ils ont très peu de plaques dentaires. Parce qu'en fait, le peu de plaques dentaires qu'ils ont, ben, les bactéries sont extrêmement agressives.
et d'autres qui vont avoir une bouche vraiment assez sale, avec beaucoup de plaques dentaires, une mauvaise hygiène, et qui vont avoir finalement peu de déchaussement des dents, peu de perte d'attache, peu de récession, peu tout ça, et alors qu'ils ont beaucoup de bactéries. Et c'est pour ça que le parodontiste, le spécialiste là-dedans, il va classer cette pathologie en fonction de la gravité, mais aussi en fonction du grade de développement, en fonction de l'aspect délétère plus ou moins rapide. Et c'est important de le faire parce que ça va déterminer la fréquence que ce patient doit aller chez le dentiste aussi. Ok, donc en fait, on a tous un terrain, des prédispositions, je suppose, génétiques Ouais. données par nos parents. Alors, ouais, il y a énormément d'étiologie, il y a tout ce qui est génétique, évidemment, ça, on peut pas le cacher. Maintenant, attention, hein, moi, j'ai plein de patients, ah, ma mère, mon père ont perdu les dents, donc ça sert à rien. Non, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. C'est pas parce que papa, maman ont eu des pertes de dents ou des gingivites qu'il faut rien faire. Justement, il faut être encore Justement, oui. plus précautionneux et adopter les bons gestes dès le début, et ça va aller mieux, c'est sûr. Mais après, évidemment, il n'y a pas que ça. Évidemment, la place majeure, c'est l'hygiène insuffisante. Et ça, il y en a plein qui pensent avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est faux. Et vous le verrez dans mon livre, il y a toutes les explications et je pense qu'il y a très peu qui font tout ça. Et après, il y a plein de facteurs et j'aimerais aborder un facteur qu'on parle pas assez, je trouve, c'est le stress. Le stress, comment ça agit pour ceux qui nous écoutent, parce que moi j'aime bien les explications, je déteste que les docteurs me parlent comme ça, pourquoi ça agit. Tu vas nous parler du nerf vague un peu là? Non, pas que, mais après, il y a tout qui est lié. Mais en fait, le stress, ça va agir dans l'hypothalamus et l'hypophyse avec une hormone, le cortisol, l'hormone du stress. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc c'est cool le matin pour le réveil, pour se donner un coup de fouet, mais c'est pas cool tout au long de la journée. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque ce surplus de stress? Ça fait un effet immunosuppresseur. Donc on est moins adapté à repousser un peu les mauvaises bactéries pour le coup tout seul. Donc forcément, si tu es stressé, tu vas devoir encore plus faire attention et avoir une hygiène parfaite parce que tu auras moins de défense. Ouais. Ouais, et puis il y a un lien aussi, on n'a pas mentionné, mais finalement la bouche, c'est l'entrée du tube digestif. Le Bien tube sûr. digestif qui est finalement un milieu extérieur à l'intérieur de notre corps. Et donc, il y a un lien entre la bouche, puis ce qui se passe dans l'estomac, dans ton Bien système sûr, digestif et tout est ton lié. On intestin. parle de l'estomac, tout ça, c'est le deuxième cerveau. Je sais pas si vous savez, il y a énormément de neurones là-dedans et c'est pour ça que on est lié au stress, on n'a pas envie de manger quand on est stressé, etc. Donc ouais, c'est important d'en prendre soin aussi, ouais. Et pour faire un petit zoom, excuse-moi Pierre, tu parlais de bactéries. Ouais. Finalement, d'avoir des bactéries dans la bouche, c'est quelque chose de normal. On a une vie bactérienne avec le microbiote buccal. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir tout ça? En gros, moi, mon but du jeu, si tu veux, c'est de rendre un microbiote symbiotique. Parce qu'en fait, quand on vient me voir, très souvent, on a un microbiote qui est dit dysbiotique, c'est-à-dire qui est anarchique, qu'il y a des problèmes, des bactéries partout qui sont pathogènes, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser d'abord la cause de cette dysbiose, de tous ces micro-organismes qui sont de manière anarchique. Et c'est pour ça aussi que je crée ce compte sur les réseaux, parce que, encore une fois, je parlais dès le début de ces gens qui mettent n'importe quoi sur les dents, eh bien, ça provoque cette dysbiose. Rien que, par exemple, si vous utilisez une fois, par exemple, de l'huile essentielle, j'ai vu quoi, de titri, j'ai vu il y a pas longtemps pour se blanchir les dents, il n'y a pas de souci. Mais si vous l'utilisez de manière régulière, l'huile essentielle provoque cette pathologie, ces pathologies, cette dysbiose. Ça va rendre tout le microbiote anarchique, ça va desquamer. Voilà, donc faut faire attention à ce qu'on met sur les dents et sur les gencives. Ok, comment tu testes ça du coup, toi, de ton côté? Il y a une analyse clinique, il y a des tests salivaires ou des tests respiratoires? Honnêtement, pas vraiment besoin de l'analyse clinique de visu. Je vois très bien l'état gingival. L'état des papilles est vraiment hyper intéressant. Les papilles entre les dents, c'est hyper intéressant de voir ça. Par exemple, chez un sujet jeune,
qui est sain. Les papilles, elles recouvrent énormément toute l'interdentaire entre les dents. Et c'est là où je vois vraiment chez les jeunes, des fois c'est très rétracté, alors que pourtant ils ont une bouche comme la mienne, on dit bon ok, et bien c'est là où il faut faire des tests complémentaires avec des radios, des sondages, parce que souvent ça révèle ce qu'on appelle des poches parodontales, donc des nids à bactéries qui sont extrêmement délétères et ça provoque à terme le déchaussement des dents et énormément de pathologies. Bon, je vais rebondir dessus parce que on me tend la perche, mais ces bactéries entre les dents qu'on appelle dans les poches parodontales, donc tout ça, eh bien, ces bactéries-là, on les a identifiées dans énormément de pathologies et tu pourras mettre le schéma que j'ai réalisé, qui sera aussi dans mon livre. Hein. Attends, j'y suis. Vas-y, je te laisse le mettre. Vas-y, tu peux Tac. continuer en même temps. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et ces bactéries ont été prouvées dans énormément de pathologies. Alors voilà, là t'as un petit peu le schéma avec toutes les pathologies que les bactéries parodontopathogènes, donc qui font saigner tes gencives, sont responsables, entre autres. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause, mais effectivement, dans différents cancers, dans des maladies cardiovasculaires, dans des maladies pulmonaires, et également récemment la polyarthrite rhumatoïde. Je pense que ça va vous intéresser en tant que kiné. D'ailleurs, comment on a vu ça? Bon, ça, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais ça intéressera ceux qui sont docteurs. Je ne sais pas si vous le mettrez. Mais en Non, mais gros, même nos auditeurs, ils sont intéressés, t'inquiète, ils sont Bon. tous à 1000%. Bon, tant mieux, c'est cool. En gros, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça fait la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est problème de cartilage, tout ça, c'est une inflammation de la synovie. C'est une synovite, c'est une inflammation de la membrane synoviale. Bon, ça ok. Et il faut savoir un truc, c'est que dans le corps, toutes les inflammations sont liées. Que ce soit des inflammations dans la bouche, la parodontite, la gingivite, inflammation, tout ça, et les autres pathologies, les autres inflammations dans le corps. Et en fait, on a une bactérie qui inflamme la gencive. Il y en a plein, mais il y en a une en particulier qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. Pourquoi? Parce qu'elle a été identifiée et elle est assez terrible. Parce qu'elle va entraîner ce qu'on appelle la citrulination des protéines. Je ne sais pas si vous avez des cours sur ça en kiné, mais voilà. Parce qu'elle a une protéine assez unique qui permet cette citrulination, et cette citrulination des protéines va engendrer des anticorps qui vont rentrer dans cette membrane synoviale et attaquer du coup cette membrane. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie auto-immune. Et c'est pour ça que c'est assez terrible. Donc forcément, quand on voit ce lien-là, ça fait peur parce que la polyarthrite rhumatoïde, c'est assez terrible. Les études sont récentes. On peut parler aussi, moi c'est assez typique parce que quand j'ai commencé à travailler, j'avais aucune conscience de tout ça. Et un jour, il y a un kiné, parce que j'en parle parce que vous êtes kiné, qui m'a dit ouais Kevin, j'ai un patient qui fait que des tendinites. Que des tendinites, va le voir. Quoi? Je me suis dit pourquoi? Et en fait, il m'a dit je suis sûr qu'il a un problème de dents parce que c'est lié. Ok, d'accord, j'avais aucune conscience de ça. Effectivement, je fais l'examen, bon, il avait quelques caries, une parodontite, assez légère, mais une parodontite quand même à traiter, un petit kyste, et je lui ai tout traité. Il n'a plus jamais fait de tendinite. Là, ça fait la 4e année, j'ai fait ça au début, il n'a plus jamais eu de tendinite alors qu'il en avait tout le temps. Comment tu l'expliques alors ces bactéries au niveau buccal passe à travers le système circulatoire? L'inflammation que provoquent ces bactéries se lie à d'autres inflammations que peuvent avoir une tendinite. Voilà, donc ça c'est assez choquant quand même quand on parle de ça parce que le patient quand je lui ai dit ça, que j'avais eu mon confrère au téléphone pour dire ça, lui aussi a été étonné. Et pourtant là, force est de constater que le résultat est assez bluffant, quoi. Donc ouais, il faut vraiment prendre conscience que les dents c'est pas juste des dents pour faire joli. C'est la santé en général et ça se comprend quand même parce que c'est l'entrée où on s'alimente, etc. Et quand on voit, bon, ça tu pourras mettre un schéma, quand on voit comment c'est relié au corps par les nerfs, déjà il y a un nerf qu'on connaît tous, c'est le trijumeau, il fait comme ça là.
Et tout ça, c'est relié, toutes les dents sont reliées par énormément de nerfs, tout ça. On comprend aussi que ça fasse très mal quand ça va pas. Hmm. Et Et quand oui, tu parlais, ouais, vas-y, dis-moi. Kevin. Non, dis-moi. Non, mais c'est vrai que tu parlais de dysbiose du microbiote et en m'intéressant un petit peu au sujet, j'ai découvert les bactéries anaérobies, celles Exactement. qui sont la cause des maladies parodontales. Entre Est-ce que autres, tu ouais, pourrais expliquer un petit peu ce fonctionnement bien sûr. de tout ça? C'est hyper facile au final à comprendre. Je parlais des poches parodontales. Donc en fait, c'est des trous dans ta gencive, entre ta gencive et ta dent, hein. Et cette poche parodontale, elle est plus grande que ce qu'il y a nécessaire. On a un espace biologique, ça c'est sûr, on a un espace biologique qui est vers les 3 millimètres. Ça c'est pour être sain. À partir de 4 millimètres, on va rentrer dans une poche parodontale qui n'est pas saine. Donc en fait, c'est un trou entre tes dents où il y a des bactéries qui ont creusé tout ça, si tu veux. Ces poches, elles vont se creuser et plus la poche est grande, et on dit qu'à partir de 5 millimètres, c'est quand même une poche très grande. Pourquoi? Parce qu'à partir de 5 millimètres, on a beaucoup plus de bactéries anaérobies, ce que tu parlais, parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'oxygène, hein, c'est ça les bactéries anaérobies, et beaucoup plus de multiplication d'entre elles. Et effectivement, ces bactéries anaérobies peuvent être extrêmement pathogènes, pas tous, elles peuvent pas être pathogènes dès le début, mais effectivement, il y a une chance assez accrue. Ouais. Il y a une énorme porte d'entrée au niveau infectieux sur les dents. Mm. Est-ce que tu as d'autres exemples de pathologies que ça pourrait déclencher? Bien sûr, ben là récemment, moi j'ai envie de parler de ça parce que bah, ça me touche directement vu que j'ai eu une personne qui m'est chère qui a été affectée par ça, la maladie d'Alzheimer. Les dernières études nous ont montré qu'il y avait un vrai lien. Et d'ailleurs, c'est des études extrêmement récentes qu'il y avait un lien entre bah, du coup cette perte de mémoire et ces bactéries parodontopathogènes, encore une fois, qui font saigner la gencive, hein, pour être clair. Et comment ils s'en sont aperçus, c'est un peu intéressant. C'est, je crois, vers 2017, des scientifiques, ils ont injecté cette bactérie qu'on parlait, Porphyromonas gingivalis, dans les gencives de souris. La même. Ouais, cette bactérie-là. C'est la même que pour la polyarthrite? Non. C'est la même. D'accord. La même. Celle qui fait saigner les gencives, qui inflamme Ok. ton parodonte. OK? Ok. Ils ont fait ça. Et ils ont disséqué les souris. Et il y avait une aire qui était inflammée dans le cerveau, c'était l'hippocampe. Donc ils ont dit, bon, bizarre. Du coup, c'est pour ça qu'après, les années suivantes, ils ont fait un test avec plusieurs personnes âgées en moyenne de 66 ans, il me semble, si je me trompe pas. Et ils les ont suivis sur 4 ans, en leur faisant des IRM, des scanners du cerveau, tout ça, et en constatant dès le départ qu'ils étaient sains. Et en fait, sur 4 ans, il y a eu des gens qui ont développé, du coup, un début de maladie d'Alzheimer, évidemment. Ça, il y en a beaucoup. Et bien, ce qui était étonnant, c'est que tous ceux qui avaient une maladie d'Alzheimer, donc une atrophie de l'hippocampe, une diminution de cette aire dans le cerveau qui est responsable de la mémoire, avaient une parodontite. Donc Ok, c'est quand même intéressant. assez bluffant et beaucoup aussi, encore une fois, ne savaient pas qu'ils avaient une maladie parodontale parce qu'encore une fois, c'est très silencieux. Est-ce que c'est finalement pas une causalité, la maladie d'Alzheimer? Elle était décrite comme le diabète de type 3. C'est en train d'arriver en France. Anthony Berthoud en parle, on a très bien Ouais. parlé dans son livre. Est-ce que c'est pas la consommation excessive de sucre et de glucides qui crée pas justement cette dysbiose au niveau... Alors, attention, la maladie d'Alzheimer, il y a plein d'autres causes que les dents, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est juste une cause qui s'est ajoutée et qui est intéressant à souligner. Mais c'est pas la seule cause, comme toutes les autres pathologies d'ailleurs. Bien sûr. Mais bon, on a assez de causes comme ça, autant essayer d'avoir une bonne hygiène pour éliminer la cause des dents. Je pense que ça serait bien. Surtout que c'est pas le plus compliqué. Si on n'a pas les bonnes habitudes dès le début, je pense que c'est très compliqué de changer ses habitudes Hmm. quand on n'a pas eu la bonne éducation. Moi, honnêtement, je jugerai jamais mes patients, je jugerai jamais. Tous les jours, j'ai des patients qui ont une hygiène. Enfin, on ne peut pas. Moi, j'ai plein de patients qui ne se brossent pas les dents ou qui se sont jamais brossés les dents. Ils ont 30, 40, 50 ans. Je peux pas les juger parce que je connais pas leur passé. Et malheureusement,
une maladie comme la dépression peut entraîner ça aussi. Et je parle d'une maladie parce que c'est une vraie maladie. Moi, ça m'a touché pendant mes études. Pourtant, j'étais le mec le plus gaillard et tout au lycée. Même ça, j'imaginais pas qu'une pathologie comme la dépression, ça pouvait m'affecter un jour parce que je sais pas, je me prenais, je sais pas pour qui, mais je pensais que j'étais assez fort pour ça. Sauf que quand j'ai raté mes études, hein, parce que j'ai raté à 9 places PACES à Toulouse, bon, j'ai connu cette dépression parce qu'avant d'être dentiste, j'étais en pharmacie à Toulouse aussi. J'ai connu une vraie dépression et je sais qu'on ne s'en sort pas comme ça. Moi, j'ai mis 1 an à m'en sortir et voilà, j'aimerais le souligner que c'est extrêmement compliqué. Du coup, je comprends les patients qui peuvent avoir ces étapes-là et du coup, ce manque d'hygiène. Et encore une fois, même de base, je soigne énormément d'enfants qui n'ont pas des bons parents. J'aimerais le dire parce qu'ils n'ont pas des bons parents. Beaucoup se retrouvent un petit peu seuls avec des énormes mauvaises habitudes et c'est extrêmement triste. Et je sais que avec des pathologies comme ils ont rien que des caries sur des dents de lait, je sais qu'ils auront des problèmes toute leur vie dentaire. Euh, et ça me rend triste parce que je sais qu'ils vont devoir voir un dentiste pour des soins qui sont pas rigolos tout le temps, toute leur vie, même en ayant le meilleur dentiste qui leur soigne, c'est pas fini parce que c'est bien de compenser, mais ils auront des problèmes. C'est comme si tu t'exposes au soleil trop. Et ben au bout d'un moment, quand tu es trop jeune, et ben tu pourras plus t'exposer au soleil. On a ce capital et on a un capital dentaire aussi. Si tu le bousilles sur tes dents de lait, c'est pour ça que c'est hyper important les dents de lait. Tu vas avoir des problèmes d'éruption, tu vas avoir des caries, enfin voilà. Donc c'est pour ça que ce livre il est bien. C'est vrai que toi, la prévention, c'est vraiment ce que tu prônes. Et Ouais, finalement, il y a un âge critique, en fait, pour nos enfants de l'âge bien de sûr. 4 mois à 18 mois, Bien où sûr. finalement, l'enfant va avoir ses premières dents, va avoir, du coup, être en difficulté un petit peu, en tout cas en déficit immunitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet âge critique? Ben, en fait, de toute façon, moi, je considère que les parents doivent brosser leurs dents jusqu'aux 6 ans. C'est le minimum. Vraiment, c'est 6 ans. Il faut vraiment que ce soit eux qui leur brossent. Après, petit à petit, on fait le jeu avec la brosse à dents, on laisse l'enfant se brosser les dents, mais on surveille toujours, quitte à compléter le brossage. C'est hyper important parce qu'en fait, il faut que ce soit hyper nickel, qu'il n'y ait pas de plaque, qu'il n'y ait rien, et avec une bonne hygiène, avec des bonnes habitudes, parce que forcément, moi, je vois tous les jours des gamins qui ont des sodas au repas, tout ça. L'OMS a fait une proposition d'interdire les sodas d'ailleurs jusqu'à 6 ans. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que vous imaginez pas les dégâts que je vois. On appelle ça d'ailleurs la carie de biberon. Parce que en fait, des parents font des biberons de coca, malheureusement, par exemple, et ça donne des conséquences assez terribles. Bon, je sais pas si tu mettras des photos parce que c'est vraiment trash des fois, mais c'est terrible et ça me fait mal au cœur parce que encore une fois, je sais que c'est fini quoi. Le capital est brisé et il y aura des difficultés plus tard. Voilà. Et quels sont Vas-y, Pierre. J'aurais eu tendance à me dire que les enfants avaient une cartouche d'avance en se disant, bon, mais c'est la dent de lait. C'est ce que beaucoup me Ils peuvent répètent. avoir ils peuvent avoir une carie sur la dent de lait, même si on est d'accord que c'est jamais l'idéal, mais se dire Non. qu'on peut repartir à zéro une fois qu'on a les dents définitives, pourquoi c'est pas le cas? Parce qu'en fait, si tu veux, si tu as une petite carie sur une dent de lait, que c'est soigné, aucun souci. Mais en fait, le problème, c'est que avoir une carie sur des dents de lait, ça peut sous-entendre de devoir extraire cette dent de lait avant l'âge où cette dent de lait tombe. Comment ça se passe en fait? On a tous un âge qui est assez défini. Alors, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai mis des tableaux où on va savoir un petit peu à quel âge poussent les dents, à quel âge tombent les dents, à quel âge pousse la denture définitive. Et c'est assez précis, c'est un ordre assez précis. C'est pour ça que il y a des contrôles assez précis dentaires qui sont importants, comme à 6 ans où tu as normalement les premières molaires d'adulte. Et c'est important de les vérifier. Mais en gros, si tu veux, si tu perds ta dent de lait avant son terme,
eh bien, tu peux avoir des défauts d'éruption, donc une mauvaise éruption de ta dent permanente, ce qui peut entraîner énormément de conséquences et même avoir des caries qui arrivent sous les dents de lait. Et ça arrive souvent et on le voit et c'est pas rigolo du tout. Faut comprendre en fait que on a la denture déjà dans notre bouche quand on est. On a déjà ces germes-là. On a déjà les deux dentitions, à peu près. Mmh. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les dents de lait vont pousser et elles ont des racines, ces dents de lait, hein, pour tenir, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, plus le germe de la dent définitive pousse, plus ce germe-là, plus cette dent d'adulte va grignoter la dent de lait. Ça s'appelle le phénomène de rhizalie. Ça grignote la racine de la dent de lait et la dent de lait tombe. Il n'y a plus que la couronne, plus que le chapeau, plus que la dent sans la racine quand ça tombe tout seul. Si maintenant il y a eu des caries, des problèmes, des coups, des fois il y a des coups, hein, des fois il n'y a pas que des caries, et bien en fait, ça peut décaler un petit peu ce germe, décaler cette dent, décaler ce phénomène de rhizalie, qui va soit être incomplet, du coup le dentiste va devoir extraire la dent avant, soit justement extraire la dent avant pour une cause par exemple de carie, et là du coup la dent en définitive n'a plus de repère, et du coup va pousser des fois de manière anarchique, et bon, ça peut provoquer des problèmes. C'est vrai que ces dents de lait, je pense que dans la pensée générale, c'est un peu des dents qui servent à rien, mais finalement, ce que tu dis, elles préparent en fait notre dentition mature en Exactement fait. ça. Elle prépare la dentition définitive, la dentition d'adulte. Et encore une fois, faut considérer, dent de lait, c'est le capital dentaire. Faut pas le briser, il faut que ce soit clean. Voilà, faut avoir ces connaissances. Mmh. Oui, et puis il faut pas qu'il y ait une porte d'entrée, parce que si ça attaque la dent de lait, potentiellement, ça peut attaquer C'est ça. la dent qui est en dessous, et potentiellement, ça peut altérer ce dont tu parlais tout à l'heure, le microbiote Exactement, c'est buccal. ça. Mmh. Mais malheureusement, moi je fais très attention quand je vois des enfants pour voir s'il y a des inflammations de gencives, tout ça. Euh, Quand j'en vois, je demande aussi aux parents de faire des consultations parce que, comme je vous ai dit aussi, il y a un aspect Mmh. génétique, hein, un aspect un petit peu prédisposition. Et on le voit chez les enfants qui ont cette prédisposition, cette inflammation de gencives, tout ça. Ben, les parents, il faut les traiter aussi, quoi. Et puis les enfants répètent les erreurs des parents aussi. Exactement. Ah C'est ben oui, génétique, mais aussi bien sûr. l'éducation. C'est Si moi je sais pas qu'il faut passer du fil ou les brossettes, on en discutera c'est après. comme tout, Bah, l'inné et l'acquis. oui. Et c'est vrai que du coup, l'enfant, c'est vraiment un âge critique en fait pour notre santé buccale. Quels sont les conseils que tu donnes aux parents qui nous écoutent? Bon, qu'est-ce que je peux conseiller? C'est que déjà, je vais faire ce que bon, tout est expliqué dans mon livre assez en détail, on va pas s'attarder trop dessus, mais quand même, c'est hyper important. Votre enfant naît, il a pas de dents, ok, nickel. Mais il faut quand même lui essuyer la gencive avec une petite compresse humide, une fois par jour. Ça c'est bien quand même. Parce que bah, il va boire du lait, tout ça, c'est quand même sucré. C'est bien de nettoyer sa gencive. Bon. Quand il va y avoir la première dent qui commence à pousser, commence à éruptionner, on va lui nettoyer sa dent, vous pouvez lui mettre encore une petite compresse humide, mais dès qu'il y a sa première dent de lait, ça serait bien d'utiliser un petit doigtier en silicone, de mettre vraiment une toute petite trace de dentifrice fluoré à 1000 ppm de fluor, et ça c'est un dentifrice junior, hein, parce que voilà, mais vraiment une toute petite trace, de lui nettoyer ses premières dents de lait avec ça, et de lui rincer avec une petite compresse humide. Bon, la dentition temporaire va faire son évolution. On continue à brosser bien. On peut même utiliser une petite brosse à dents adaptée, une toute petite brosse à dents, mais c'est important qu'il y ait ce dentifrice fluoré. On parle toujours du fluor parce qu'en fait, c'est un protecteur contre les caries. Et il n'y a aucun risque en respectant les doses prescrites. Toutes les doses sont affichées dans mon livre, tout ça. Voilà. 1000 ppm de fluor jusqu'à 6 ans, à partir de 6 ans, comme pour l'adulte, 1450 ppm de fluor. Tout ça peut être ajusté suivant le risque carieux. Ouais, dis-moi. Est-ce que le fluor, j'essaie de faire le lien sur ce que tu disais au tout début, où la dent se déminéralise. Exactement. Finalement, le fluor vient intervenir sur ça? Oui, exactement. Ça a été prouvé que le fluor sur des caries, mais vraiment extrêmement débutantes, hein, vraiment il n'y a même pas de cavité, ça peut reminéraliser la dent et empêcher cette carie. Bien sûr, quand il y a la cavité, malheureusement, je suis obligatoire, le dentiste est obligatoire. Mais par contre, utiliser un dentifrice fluoré, même sur une carie, ça va
empêcher la propagation, ça va diminuer l'évolution de la carie. Ça a été aussi prouvé. Et si on n'a pas de caries, le fluor, c'est un protecteur contre les caries. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun danger à avoir parce que j'en vois beaucoup sur mes réseaux qui me parlent de la nocivité. Dans l'application topique, dans le dentifrice, il n'y a aucun risque si on respecte bien les doses prescrites. Faut pas oublier quelque chose, c'est que l'eau est toxique aussi à un certain dosage. À partir de 5 litres, c'est toxique pour le cerveau de boire 5 litres d'eau. Voilà, donc tout est une question de dosage. Faut respecter ça. Encore une fois, dans mon livre, j'ai mis tout les recommandations. C'est les recommandations de l'UFSBD, c'est pas mes recommandations, hein. Je m'appuie absolument que sur des articles scientifiques et des données acquises. J'ai pas la prétention de savoir plus que les scientifiques. Et j'applique ça et ça marche. Donc voilà. J'ai été surpris en bossant un petit peu l'épisode. J'ai écouté un podcast qui disait de ne pas se rincer les dents après le brossage pour laisser en fait ce fluor continuer à travailler sur nos dents plutôt que Effectivement, d'avoir un c'est rinçage trop Effectivement, abusif. c'est une recommandation de l'organisme de prévention, l'UFSBD que je parlais. Alors, je vais pas vous mentir, moi par exemple, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à me brosser les dents et juste cracher et m'en aller. C'est impossible pour moi. Et je pense que pour beaucoup. Maintenant, effectivement, pour les personnes qui ont un risque carieux extrêmement élevé, c'est ce que je conseille. Parce qu'effectivement, cette application de fluor qui va rester un petit peu topiquement sur les dents est intéressante. Euh, Aussi, ce qu'on peut faire, c'est un bain de bouche à usage quotidien qui est fluoré. Il y a des bains de bouche fluorés, sans alcool, attention, qui peuvent aussi permettre d'alternatives à ce procédé. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Quel est ton avis sur ces bains de bouche qui est-ce que ça nettoie pas à l'excès justement la cavité buccale et est-ce que ça poserait pas problème sur le microbiote buccal? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a différents bains de bouche. Il y a le bain de bouche que je vais prescrire moi, en tant que dentiste, qui a usage extrêmement limité dans le temps, 4-5 jours. Ça a des propriétés, effectivement, si tu le mets plus de temps, qui peuvent être nocives, euh, colorer les dents aussi, etc. Maintenant, il y a des bains de bouche du commerce, sans alcool, je le précise, parce que ça, voilà, il faut sans alcool, qui sont à usage quotidien et qui peuvent s'utiliser à usage quotidien. Après, moi, dans ma pratique, si on n'a pas de soucis, j'en conseille pas forcément tous les jours. Maintenant, moi, en tout cas, de mon point de vue et ce que je fais au quotidien, c'est que j'en utilise tous les 2-3 jours. Voilà, je me porte bien. C'est ce que je t'ai dit. C'est que on va adapter les conseils suivant la personne. Moi, c'est vraiment ça. C'est comme le brossage de langue. Tu vas avoir une étude des dentistes, hein, des dentistes et des scientifiques qui vont te dire le brossage de la langue, il faut que ce soit tous les jours. Et d'autres, non, le brossage de la langue, c'est délétère. Ben en fait, c'est entre les deux pour moi en fait. Si tu as une langue hyper chargée, que tu es fumeur, il faut se laver la langue, se brosser la langue avec tous les jours avec soit le dos siliconé de certaines brosses à dents, soit le gratte-langue. Maintenant, si tu as pas du tout de dépôt, pas de problème d'halitose, etc., la langue, elle est censée être auto-nettoyante, il n'y a pas forcément besoin. Moi, personnellement, je me lave la langue, allez, une fois tous les 4-5 jours parce que j'aime bien ça. Et attention, il faut pas le faire trop fréquemment quand on est un sujet sain et pas avec les poils de la brosse à dents parce que ça peut créer des micro-lésions et tu peux avoir des mycoses, etc. Mais voilà, non, mais c'est important de le savoir. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est Ben, ça? c'est toujours ça, en fait. C'est ça. C'est comme se brosser les dents 5-6 fois par jour. C'est délétère, ça peut abîmer tes dents. Voilà, ça crée des cavités sur tes dents. Voilà, c'est le trop est l'ennemi du bien, mais il faut faire bien les choses. Ouais. Et finalement, quels sont tes conseils sur le dentifrice, sur les bains de bouche? J'ai entendu parler d'un bain de bouche à l'eau oxygénée diluée qui suffirait. Je Bon, sais pas Aïe, aïe, aïe. ce que tu en penses. alors, Il y a eu un hochement de pareil, tête là. pareil, Ouais, Un c'est deuxième. on l'a vu. vraiment adapté aux patients. Effectivement, tout ce qui est bicarbonate ou oxygéné, c'est quelque chose que je prescris. Mais dans le cadre de maladies parodontales, dans des cadres très précis,
Il ne faut surtout pas utiliser ça si tu es un sujet sain, etc. C'est pas bon. En fait, nous, on va, comme je te dis, on va essayer d'avoir un microbiote pour le rendre symbiotique. Il est dysbiotique, on le rend symbiotique. Donc, on va utiliser des choses, que ce soit un bain de bouche, tout ce qui est débridement, tout ce qui est les soins dentaires qu'on va pratiquer, ou encore ce produit dont tu parles. Mais si tu es sain, il faut pas faire le trop, c'est l'ennemi du bien, comme tu as dit. Voilà. Oui, parce que la question des bains de bouche, de ce que j'ai compris, c'était de trop en faire à l'excès, aller tuer un peu ta flore buccale. Et finalement, la meilleure façon de rendre sain ton microbiote buccal, c'est finalement de l'enrichir et pas de le tuer, en fait. Bien sûr. Après, comme je t'ai dit, il y a différents bains de bouche. Il y en a qui sont théoriquement bons à usage quotidien et d'autres, effectivement, sont nocifs si tu les prends trop souvent. Voilà. Ok. C'est quoi t'as des marques ou qu'est-ce que tu J'ai pas le droit conseilles de dire de sur... marque, malheureusement. C'est vrai? Comme- Sur 1000%, c'est possible, non? Non, quand tu es docteur français, c'est interdit de dire le nom d'une marque à l'oral. Moi, par exemple, d'ailleurs, j'ai créé une société de prévention de la santé. C'est là où j'ai mes partenariats qui me rémunèrent là-dessus. Mais c'est des vidéos de prévention de la santé. Et par exemple, si c'est une marque qui m'engage pour une action de prévention, j'ai que le droit de les citer à la fin en tant que partenaire pour la vidéo de prévention et je n'ai pas le droit de montrer ni leurs produits ni de les citer à l'oral. Ça, Ok. c'est Sans parler de marque, alors de comment on se repère sur l'étiquette, il y a des principes actifs Ouais, à repérer. alors moi, honnêtement, les bains de bouche du commerce, il y a des bains de bouche très très bien dans le commerce, mais il faut que ça respecte pour moi sans alcool et idéalement qu'il y ait un peu de fluor dedans parce que ça aide quand même à la protection. Après, honnêtement, c'est comme le choix du dentifrice, le choix de la brosse à dents, tout ça. Le choix du dentifrice, pour moi, tant que tu es adulte et qui a écrit 1450 ppm de fluor, ça veut dire qu'il y a du fluor dedans. Le reste, il y a beaucoup de marketing. Je veux pas qu'il y ait écrit éclaircissant sur le produit parce que là, pareil, ça a des propriétés abrasives sur les dents, donc ça habite ton émail, donc j'en veux pas. Je veux pas. Après, il y a comme je te dis, pour moi, le soignant, il a une place majeure et encore une fois, chacun est différent. Sur un sujet qui a des problèmes parodontaux, des saignements de gencives, je vais conseiller un dentifrice permet d'avoir moins de saignements de gencives, qui permet d'aider, par exemple au bicarbonate, etc. Sur un sujet qui a des sensibilités dentaires, je vais prescrire un autre dentifrice. Parce qu'il y a des dentifrices, effectivement, qui agissent sur les tubuli dentinaires. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits canaux entre la dentine, la couche sous l'émail, et la pulpe. Et c'est ça qui font la transmission des signaux nerveux, surtout les signaux de froid et de chaud. Surtout de froid. Et du coup, on va les boucher grâce à ce dentifrice qui a des agents un petit peu chimiques qui permettent de boucher ça. Et ça aide à cette diminution de la sensibilité. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire il y a un dentifrice parfait. Moi, on me demande tout le temps mon dentifrice que j'utilise. Le meilleur Mais dentifrice. non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est l'action mécanique. Donc, enlever cette plaque dentaire. Moi, honnêtement, je m'en fous que tu utilises une brosse à dents électrique, une brosse à dents à poil souple quand même, ou n'importe quoi, si tu n'as pas de plaque dentaire en venant chez moi. Voilà. Et comment je le vois? Parce que j'utilise ma sonde et hop, je te montre la plaque dentaire. Ah, c'est ça, c'est pas bon. Voilà. Et ça, tu risques des problèmes, etc. Moi, c'est ça que je veux. Et pour ça, il faut rien qu'une brosse à dents à poil souple. Ça vaut pas grand-chose. Avec les bons mouvements, toujours de la gencive vers la dent. Petit mouvement de rotation de la gencive vers la dent. En incluant le sulcus, la gencive, la dent. Voilà, ça change un petit peu le game et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Passer un petit peu de temps dans la salle de bain, ça sert à rien de se brosser les dents 2 secondes et d'y aller. Et c'est là en fait que c'est game changer et voilà. C'est vrai que là, j'ai ma femme qui est motivée sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, elle a même fait le tour sur les dentifrices. Ouais. Et quand tu regardes les étiquettes, c'est quelque chose d'hallucinant, hein. Il y a des édulcorants, Bien sûr. des acides, je sais pas quoi, des texturants. Bien sûr. Donc
c'était assez difficile de trouver un dentifrice sain, tu vois, pour te dire la vérité. C'est difficile, je vous l'accorde. Et puis en plus, il y a beaucoup de marques qui surfent un petit peu sur l'aspect bio. Il y en a très très peu qui ont une bonne composition, notamment avec du fluor. Après, c'est simple, hein, il y a beaucoup d'industriels qui ont mis en place ces dentifrices bio parce que ça fait beau sur le packaging. On va retirer le fluor parce que il y en a plein qui pensent que c'est nocif, donc en plus, on va diminuer le coût, augmenter le prix, donc c'est bien pour le business. Et on va faire le marketing en disant que c'est bio. Sauf que, en fait, le dentifrice bio, ben, en fait, ça provoque des caries, ça provoque bon, pas directement, mais en fait, ça diminue un petit peu cette protection. Et Perte de chance. voilà, c'est ça. Et moi, j'ai plein de patients qui changent un petit peu leur vie en ne passant par un dentifrice bio, par un dentifrice avec du fluor. Alors attention, il y a des dentifrices bio, mais très peu, qui ont du fluor et qui ont une excellente composition. Que, encore une fois, je peux pas citer. Donc en Donc, vrai, c'est le les game changer, le dentifrices fluor. maison, Hein. t'y crois pas? Comment? Les dentifrices maison, t'y crois pas alors? Non, pas du tout. Ouais. Zéro. Parce qu'il y a pas. Ok. Zéro, aucun intérêt en fait. Ouais. Aucun intérêt, c'est comme le bain de bouche à l'huile de coco, de mes boules, de je sais pas quoi, mais de charbon, de tout ça. Je vais vous dire, hein, j'ai des marques qui viennent me voir en me proposant des sommes exorbitantes, notamment une de charbon, je sais pas quoi. Non, c'est délétère pour les dents. En fait, limite, le charbon, par exemple, encore une fois, c'est abrasif pour les dents. Donc forcément, ça va éliminer la première couche de l'émail. On va dire, oh, c'est joli, c'est un peu plus blanc. Et puis après, ça va devenir jaune parce qu'on attaque la dentine. Et après, on a des sensibilités, bizarrement. Finalement, comment arriver à augmenter la blancheur de tes dents? Alors Mis à déjà, part ouais, par de l'hygiène de brossage. bien sûr. Alors déjà, il y a l'hygiène parce que c'est hyper important. En vrai, c'est vraiment la base. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une hygiène parfaite, notamment interdentaire, et il y a des traces qui se forment du tartre, etc. Donc c'est important d'aller chez son dentiste aussi, faire un contrôle, un détartrage. Pourquoi pas un aéropolissage, c'est-à-dire enlever même les taches extrinsèques et en plus désinfecter un petit peu la gencive. Bon, pas tous les dentistes ont ça, ont cette procédure et tout, mais c'est important pour moi. Et donc ça va enlever toutes les taches un petit peu extrinsèques de café, tabac, etc. Donc ça, c'est sympa. Bien sûr, diminuer, voire arrêter tous ces colorations, le tabac notamment, si on peut l'arrêter, même si je sais que c'est difficile, pour la santé en général, c'est bien. Je rappelle quand même une petite aparté, le tabac, c'est un vasoconstricteur, ça engendre extrêmement de problèmes, même la gencive, elle a une couleur extrêmement différente. Ça va conditionner plein de soucis et des difficultés à soigner. Moi, dans la chirurgie, dans tout ce qui est chirurgie muco-gingivale, donc chirurgie de gencive et d'os, je refuse de faire une chirurgie chez un patient fumeur. Voilà, c'est net. Si on me dit pas qu'on veut arrêter de fumer et qu'on n'arrête pas de fumer, je refuse de faire une chirurgie. Pourquoi? Parce que le succès est presque nul de ces chirurgies, notamment une greffe de gencive. C'est nul comme succès. En même temps, ça se comprend quand même. Hein. Tout ce qui est extrêmement délicat comme tissu, le tabac ça supporte pas. Même quand tu fais, bon des fois tu es obligé, mais quand tu fais une extraction dentaire, un implant dentaire, tout ça, ça peut moins bien se passer. Même niveau de la cicatrisation, tout ça. Donc si on peut essayer d'arrêter, de diminuer, il y a beaucoup de solutions maintenant pour arrêter de fumer. Il faut voir un tabacologue, il faut se faire aider. C'est extrêmement difficile d'avoir la volonté d'arrêter seul et il y a un risque de rechute énorme. Je me suis beaucoup intéressé. En France, pour arrêter de fumer, les dernières études, c'est 6 ou 7 fois. Il faut arrêter 6 ou 7 fois pour arrêter définitivement. Donc ça veut dire qu'il y a 6 ou 7 reprises de tabac. Donc non, il faut se faire aider. Il y a des procédures qui permettent des alternatives à la nicotine, tout ça, pour arrêter doucement. J'ai toujours cru que le vapotage pouvait aider.
Bon, les dernières études, et ça c'est de cette année, montrent que c'est exactement pareil, hein. On va pas se mentir, niveau délétère. J'ai toujours pensé, j'ai toujours conseillé ça. Maintenant, cette année, je conseille plus. Voilà. Et c'est vrai que moi, pour donner mon expérience, j'ai arrêté de fumer. Enfin, voilà, pendant les études et tout. Voilà, c'était la fiesta. Mais je donne un petit tips pour arrêter de fumer. Moi, ça a été la respiration. Tu vois, j'ai vraiment fait des exercices respiratoires. Ok. Et plus je me sentais respirer, tu vois, sur 3-4 respirations, plus en fait, j'avais pas envie de finalement respirer cette cigarette. Et, euh, et donc voilà, c'est un petit tips, mais chez 1000%, on n'a pas encore fait un épisode sur l'addiction, et C'est principalement sur le intéressant. tabac. Et c'est vrai que c'est un sujet super intéressant. C'est vrai que ça pose un problème sur la gestuelle, cette cigarette électronique où on casse pas la gestuelle et C'est ça. on reste à inhaler quelque chose, quoi. Et tout le temps porter quelque chose à la bouche. C'est ça. Ben, c'est la Donc, nicotine après, le pire, hein, c'est ça, hein, qu'il faut cibler. Et malheureusement, quand on est dans cette drogue, ben, c'est très compliqué hein, de s'en sortir. Ça, j'en suis conscient. finalement, pour retourner sur les dents, si tu avais les 5 substances qui jaunissent le plus les dents, ou qui en tout cas entravent le plus l'éclat Hmm. des Le dents, tabac, la clope, la La cigarette. caféine, ouais, caféine, tout ça. Tabac, ben, tabac, c'est le pire, hein. Tabac, caféine. Après, bon, voilà, c'est, si je veux dire, tabac, c'est le pire parce que, en fait, c'est impossible de ne pas avoir de tâches, ou alors, vraiment, il faudrait, après chaque clope, boire un verre d'eau, se brosser les dents. C'est compliqué si tu es un gros fumeur. De toute Mais façon, c'est pas 1000% ça, hein. voilà. non. Caféine, par contre, ouais, boire un verre d'eau après avoir bu un café, déjà c'est bien. Se rincer la Ouais, bouche. ça peut t'aider. Mais dans beaucoup de cas, se rincer la bouche avec de l'eau, c'est intéressant parce que, en fait, je vous parlais au début des caries qui ont une procédure d'acidification qui déminéralise la dent. Mais en fait, il n'y a pas qu'une origine bactérienne à cette acidité. La bouche, c'est un milieu assez neutre où tu as, quand tu manges, une acidité qui se forme et grâce au pouvoir tampon de la salive, ça va redevenir un peu plus neutre. Ok? Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que la salive joue un rôle majeur, mais majeur. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle une xérostomie, donc une perte du flux salivaire, il y a plein de causes, hein, des médicaments, tout ça, et bien ils ont beaucoup plus de risques de caries. Parce que du coup, ben, ils ont moins ce pouvoir tampon. Pareil, si tu dors la bouche ouverte, tu respires la bouche ouverte, quand tu dors, tu as beaucoup plus de risques d'avoir des caries. Tu as moins de salive. Voilà, donc c'est hyper important. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de causes comme ça que j'ai développées dans le livre. Parce que même en ayant une bonne hygiène, ben, il faut faire attention à des petits détails comme ça qui peuvent conditionner des problèmes. De toute façon, le savoir, c'est une arme, hein. Si tu sais un peu tout dans le sujet, tu sais comment te protéger des problèmes et bizarrement, ça va mieux après. Donc, De toute façon, il y a pas des sans connaissance, sans éducation, finalement, bah, tu t'adhères pas au projet et tu passes pas à l'action, hein. c'est ça. J'en profite juste pour que tu nous fasses un petit zoom sur la salive et ses fonctions. Là, Ouais, tu nous as dit le pouvoir tampon, ouais, et je crois qu'elle a aussi un pouvoir avec ses ouais. enzymes salivaires. Ouais, même pour le bol alimentaire, c'est mieux pour la digestion, tout ça. Même la salive, ça a été prouvé que ça a une fonction aussi, comment on peut appeler ça? Un petit peu antidépresseur, un petit peu. Je sais pas si vous avez lu des dernières études dessus là. Il y aurait un calmant, un espèce d'anesthésiant qui va se faire par rapport aux protéines salivaires. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de choses sur cette salive que je maîtrise Et pas tout d'ailleurs. il y a une prédigestion aussi de Bien sûr, l'amylase salivaire, ouais, je crois. du bol Euh, alimentaire, ouais, ouais, c'est hyper important. Mais d'ailleurs, essayer d'avaler quelque chose sans en ayant la bouche sèche, c'est impossible, hein. Et, euh, et là, je réfléchis, en fait, tu sais, le microbiote intestinal, finalement, on peut l'enrichir avec différentes sources bactériennes en Des prenant probiotiques, ouais, ouais. des probiotiques. Est-ce qu'il y aurait pas un dentifrice du futur avec du fluor et des probiotiques pour notre santé buccale?
Pour l'instant, je n'en vois pas. Après, honnêtement, je pense que notre flore bactérienne de base est assez riche. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'enrichir, il y a besoin d'en prendre soin surtout. Ok. Mais s'il y a cette dysbiose, comme tu disais, Ouais. ces enfants qui n'ont pas une super éducation, une super hygiène, et finalement, voilà, il y a une vie buccale qui se passe mal. Comment on fait pour reprendre le dessus? Alors, malheureusement, il va y avoir du coup une modification évidemment des habitudes d'hygiène bucco-dentaire, tout ça, c'est clair et net. Mais quand on est dans un stade un peu avancé, le dentiste est indispensable parce qu'en fait, il faut enlever toutes ces bactéries, ce tartre, tout ça. Donc là, on peut pas faire ça seul, malheureusement. Ou heureusement pour moi. Mais Ou acheter ton livre aussi. acheter mon livre, c'est une très bonne chose, oui, en effet. Mais non, mais en vrai, sans rigoler, je pense vraiment que bon, ce livre, honnêtement, je l'ai fait vraiment pour la prévention, tout ça. Moi, je vous le dis à vous, bon, vous le mettrez ou pas, mais je gagne pratiquement rien sur ce livre. Voilà, ça c'est la vérité. Mais par contre, j'ai une fierté énorme d'avoir créé un truc qui participe à la santé publique, à la prévention. Et ça, c'est waouh, c'est incroyable parce que je suis sûr que ce livre, si on le distribuait dans les écoles ou si les parents l'achetaient, putain, mais dans les générations futures, il y aurait plus toutes ces souffrances en fait. J'en suis persuadé. Si tu maîtrisais un peu ce livre, alors bon, il y aura toujours des gens très négligents, j'aurai toujours du boulot. Mais par contre, ça va éliminer tellement de souffrances si on prend vraiment en compte ce livre, si on le lit attentivement. Déjà, c'est facile à lire, mais franchement, j'ai taffé pour qu'il soit hyper complet et que vous ayez vraiment une arme, un atout pour vous. Que vous pensiez maîtriser votre hygiène bucco-dentaire, que vous ayez pas de problème ou que vous ayez des problèmes, ça change un petit peu la façon de voir les choses et je pense que ça va diminuer aussi la phobie du dentiste parce qu'en comprenant les choses. Tu peux nous redonner un petit peu le titre, les références un peu de ton livre. Ouais, c'est Je pense que c'est l'occasion. l'incroyable pouvoir de vos dents de Dr Kevin du coup. Et voilà, disponible là en ce moment en précommande avec la Fnac et le 25 septembre disponible un peu partout. Mais si vous voulez être Magnifique. sûr de l'avoir, faut le précommander à la Fnac. Non, mais c'est le prolongement de ce que tu fais sur les réseaux. Finalement, voilà, tout le message préventif que tu donnes. Et j'avais une petite question, parce qu'on a parlé de bactéries. Et il y a aussi le sujet des virus euh, comme l'herpès. Et- Est-ce que toi, tu t'en occupes quand tu Ouais, analyses une bouche? Est-ce que tu bien sûr. observes Bien ouais. sûr, c'est hyper important parce que je vous parlais de maladies parodontales, de parodontite. Eh bien, il y en a qui ont une constance, une étiologie virale. Il y en a qui ont une constance parasitaire. Il y en a qui ont une constance, voilà. Donc, il faut vraiment déterminer un petit peu tout ça. Encore une fois, hein, les maladies parodontales, il n'y a pas qu'une seule étiologie, qu'une seule cause. Mais c'est important de le diagnostiquer parce que, en fait, euh, avoir de l'herpès, le virus de l'herpès, eh bien, ça va baisser hein, aussi cette défense immunitaire et du coup accroître ces bactéries, cette parodontite. Voilà. Donc, si Ok. tu le repères pas, ben, en fait, tu vas essayer de traiter dans le vide. C'est exactement la même chose que traiter une parodontite. Donc, encore une fois, je répète, hein, l'inflammation du parodonte qui déchausse vos dents. Exactement la même chose que traiter une parodontite sans traiter le diabète. Le diabète, on en parle tout le temps, ouais, on s'en fout. Non, en fait, c'est terrible le diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est aussi? C'est une inflammation. Je pense que vous le savez, mais c'est une inflammation aussi. Et je vous ai dit, l'inflammation, c'est lié partout. Et bien en fait, si on ne traite pas, si on traite que la parodontite et pas le diabète, ben, l'inflammation du diabète va se répercuter sur les dents. Ça va pas soigner, ça va pas traiter la parodontite. Et inversement. Et en fait, voilà, il faut traiter ça en même temps, sinon ça ne marche pas. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que je fais des prises de sang à mes patients. Ça arrive pour voir notamment s'il n'y a pas de diabète. D'accord. Ok. T'as le droit de prescrire des prises de sang? Ouais. Je savais pas ça, que J'ai le droit les chirurgiens de tout dentistes. prescrire. C'est ça qui est bien. Trop bien. Et tu fais des tests du coup sérologiques. Est-ce que tu fais des tests salivaires? J'ai vu qu'il y avait des maladies comme l'endométriose qui pouvaient être
détecter à travers des tests salivaires ou des tests respiratoires sur l'émanation de gaz comme le Alors, monoxyde de moi, carbone ou... honnêtement, je fais aucun test. Je fais des petits tests salivaires, mais surtout pour savoir un petit peu le flux, la quantité de salive, tout ça, pour ce que je vous disais, pour savoir si vraiment on doit ajouter, parce qu'il y a des médicaments qui permettent d'augmenter le flux salivaire. Il y a des prescriptions, tout ça, des compléments. Voilà, c'est plus dans cette optique-là, pour voir où ça pêche, pourquoi il y a eu des caries. Moi, ça m'intéresse, parce que c'est bien beau de soigner des caries, mais si on ne traite pas la cause, ça sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue. C'est bien beau de passer toute sa journée à faire les opérations, avoir le dos courbé, mais si on réfléchit pas, le patient, pour moi, il est pas soigné. Il repart avec les restaurations, tout ça, mais en fait, il va en avoir de nouveau. Si on a eu une carie un jour, c'est qu'il y a un truc. C'est comme ça. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de patients, ils me disent ouais, j'ai beaucoup de tartre, j'en fais beaucoup, j'ai beaucoup de caries, j'en fais beaucoup. Mais oui, mais il y a une cause, en fait. Il faut savoir la cause. Tu peux pas, en fait, tu peux pas. La plaque dentaire que tu as sur les dents, elle vient, mais en fait, tout le monde est capable de la nettoyer. C'est-à-dire qu'avec ton ongle, tu grattes, tu peux voir si tu as de la plaque. Ben, si tu en as, c'est que tu as mal fait ton job. Et ça, c'est évident. Ok, il y a des excuses parce que, comme je vous dis, les maladies, il y a plein d'étiologies, mais il faut se rendre compte que l'hygiène bucco-dentaire qu'on apporte, ça par contre, c'est notre faute. Si moi ça m'arrive par exemple de pas me faire le fil dentaire des fois pendant une semaine ou 2 semaines parce que je suis en vacances, j'ai la flemme, j'en sais rien, et que encore une fois j'ai pas eu cette habitude petit. Et je le refais, des fois je saigne, ça peut puer. Bah, je me dis Kevin, si t'as des problèmes, si t'as une carie, une inflammation, c'est ta faute. Tu vois? C'est pas la faute de quelqu'un d'autre, non. Il faut prendre conscience qu'on peut maîtriser sa santé et c'est important de le savoir et c'est rassurant aussi de pouvoir maîtriser sa santé. Visiblement, tu milites pour le fil dentaire. Et qu'est-ce que tu penses des brossettes interdentaires? Parce que mon dentiste me Ouais. disait, avec le fil, tu refais l'espace, mais avec la brossette, tu brosses et tu nettoies. En gros, si tu veux, je vais encore le dire, hein, ça dépend de ton profil. En fait, La réponse de si politique. tu as les dents extrêmes, non, ben non, parce qu'en fait, si tu as les dents Non, je te charrie. bien alignées, bon, Oui. c'est très bien, t'as peu d'espace, tu vas pouvoir mettre que le fil dentaire. Tu Mm. mets le fil dentaire, ok, super. Moi, par exemple, j'ai un fil de contention derrière, j'utilise des brossettes ici et du fil dentaire partout. Moi, je dis à chaque fois à mes patients, vous utilisez le fil dentaire ou les brossettes entre toutes les dents que vous souhaitez garder. Voilà. Clin d'œil. Voilà. Donc, au moins, comme ça, ils comprennent bien. Parce que, en fait, c'est évident que si tu le passes pas, par exemple, derrière, c'est tes dents de derrière qui vont avoir des soucis. Les brossettes interdentaires, c'est bien quand tu as, pour moi, un espace un peu plus conséquent. Maintenant, il y a des toutes petites brossettes, bon, pas de souci. Mais quand tu as des espaces un petit peu plus conséquents, par exemple, dans le cas de maladies parodontales. Ça, par exemple, dans les cas de maladies parodontales, c'est brossette obligatoire. Il n'y a pas, voilà, c'est brossette obligatoire. Voilà. Donc voilà. En tout cas, les dents de Dr Kevin ont l'air nickel. Hein. Là, sur la caméra, Non, tu t'es mais approché, là, ça avait l'air non, pas parfait. Hein. que. Non, je suis tombé quand j'étais petit, j'ai eu des soins quand même. Voilà, mais non, j'ai pas une dentition nickel, même d'un point de vue orthodontie, c'est pas non plus excellent. Alors bon, vous le verrez pas si vous n'êtes pas dentiste. Moi, forcément, je le vois tous les jours. Maintenant, ce qui est hyper important, et d'ailleurs, je vais rebasculer dessus. Putain, je suis bon pour faire les transitions quand même. C'est Ouais, c'est vrai. l'orthodontie. Parce qu'en fait, on se dit, bon, c'est pour l'esthétique, on s'en fout. Mais non, en fait. En fait, l'orthodontie, le principal avantage, c'est l'alignement des dents. Donc, c'est une meilleure hygiène. Parce qu'en fait, si on a les dents alignées, c'est beaucoup plus facile de se brosser les dents. On peut le comprendre. Si on a les dents qui se chevauchent, va enlever de la plaque dentaire. Pas facile. Tu vois, on a plein de merde qui se trouve entre les dents et tout. Extrêmement difficile. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de personnes qui ont des maladies parodontales, des parodontites qui déchaussent les dents
à cause d'un manque d'orthodontie, à cause des dents qui se chevauchent, tout ça. Et c'est pour ça que, idéalement, il faudrait faire de l'orthodontie après que j'ai traité cette parodontite. Attention, il faut que ce soit stabilisé pour que c'est fait. Mais moi, j'ai plein de patients vers 50 ans qui commencent l'orthodontie après mes soins parodontaux. Et il y en a plein, ils vont dire ah machin et tout. Non, c'est essentiel. Et parce que le patient, il va avoir une meilleure hygiène, il va passer les brossettes plus facilement, il va se brosser les dents et bizarrement, il va plus avoir de problème. Donc Tu soignes le terrain. ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, c'est exactement ça. C'est les problèmes, c'est une fonction de terrain. Donc, comment est ta bouche, tout ça. Une fonction de ton alimentation, une fonction de temps. Plus tu laisses les merdes de ta bouche, plus il y a de problèmes, plus tu grignotes, plus tu as une alimentation sucrée, etc., plus tu as de problèmes, plus tu as des dents qui se chevauchent, tout ça, plus tu as voilà, des difficultés à brosser. Et on va pas se mentir, parce que l'orthodontie, je rebascule dessus, des fois, il y a des enfants qui ont des dents extrêmement alignées de base, super, incroyable, et je leur dis quand même d'aller voir l'orthodontiste. Et là, les parents, ils font ah, et tout, qu'est-ce que c'est Ils veulent me prendre du pognon. C'est normal en plus, je comprends. Mais en fait, ils ont une mauvaise occlusion, un mauvais encastrement des dents. Et en fait, un bon encastrement des dents, c'est que tu as les incisives qui recouvrent un petit peu les dents du bas, comme ça. Et en fait, c'est extrêmement... Et que tu as les molaires qui se correspondent bien. Ça, c'est hyper important. Si t'as pas ça, sûr et certain que tu auras des problèmes de dos, cervicaux, d'estomac, etc. Donc c'est quand même l'orthodontie, et on a la chance en France que avant 16 ans, il y a une prise en charge qui est une petite prise en charge quand même, avant 16 ans. Donc c'est quand même une chance incroyable, et après 16 ans, on peut toujours faire de l'orthodontie. Effectivement, c'est un coût, mais je pense que un coût, quand on peut se le permettre pour soi, pour sa santé, c'est intéressant. Et c'est jamais trop tard finalement de faire de l'orthodontie si on a loupé le coche avant 16 ans. Jamais trop tard. Jamais trop tard. De toute façon, dans la santé, et je pense que vous êtes conscient aussi de ça et vous le dites à vos patients, il est jamais trop tard pour faire bien les choses et pour améliorer l'état. Ça, c'est hyper important. En plus, là, il y a des nouvelles technologies là autour de moi. Ils utilisent le Visalign ou bon, j'ai utilisé une marque, je sais pas si c'est une marque, mais c'est surprenant. Hein. C'est plus du tout l'appareil qu'on a pu connaître à l'ancienne. Avec les bagues. C'est ça. Qui pouvait faire pas mal de dégâts aussi sur la posture, tu vois. Ouais, des gens qui gardaient un gros, gros appareillage. C'est impressionnant, comme ça change beaucoup de choses, même pour votre métier de kinésithérapeute, quand tu as une bonne encastration des dents, une bonne occlusion, qu'il n'y a pas de bruxisme, de gens qui grincent des dents, etc. Ça n'a rien à voir après au niveau même du corps, quoi. Et ton avis sur le bruxisme, comment est-ce que tu gères les patients qui ont cette problématique? Honnêtement, difficilement. Comment je le vois, c'est que les surfaces occlusales des dents, donc le dessus des dents, est abîmé. C'est souvent comme ça que je le détecte. Ou alors les patients qui me disent j'ai souvent des maux de tête quand je me réveille, voilà, j'ai mal à la tête quand je me réveille, j'ai des douleurs à l'articulation temporomandibulaire souvent. Bon, je regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire dès le début? C'est si on peut prescrire une gouttière de bruxine, de relaxation, de protection un peu. C'est cette protection, on va le mettre sur les dents et il va dormir la nuit, parce que souvent le bruxisme c'est nocturne. Voilà, ça c'est clair que c'est la nuit. Maintenant, ça permet d'éviter des problèmes sur les dents. Maintenant, il faut traiter la cause, et ça c'est extrêmement dur. Je pense que dans votre métier, vous avez peut-être une petite spécialité en ostéopathie. En maxillofacial. Ouais, qui peut peut-être permettre ça. Ils sont rares, mais en tout cas, ils sont très compétents, ceux qui sont diplômés. Donc, n'hésitez pas à aller consulter un kiné en maxillofacial. Ouais. Un kiné ou c'est kiné ou ostéopathe sur ça? Je pense que c'est les deux. Ça doit être. Il doit avoir un DU accessible aux deux, peut-être. Ok. Alors, le DU, je pense qu'il est que pour les kinés. En tout cas, par exemple, celui qui est à Montpellier, c'est pour les kinés. En tout cas, intéressant pour gérer les problèmes d'ouverture buccale,
problèmes de craquement, de ménisque, où là, pareil, ça peut être compliqué. Et effectivement, de compléter tout le travail Mm. des dentistes avec les gouttières pour le bruxisme. Honnêtement, les Donc, kinés qui nous écoutent, s'il y a ce DU et que vous voulez faire ça, je suis sûr que vous aurez une patientèle assez énorme. Vous pourrez faire même que ça. Et je pense qu'il y a il y en a vraiment plein, hein. un truc à faire, quoi, parce que je pense que il y en a plein. Et bon, moi j'ai eu un patient qui a fait ça, ça peut soulager énormément, quoi. Et après, bon, il y a tout ce qui est le bruxisme, il y a une étiologie de stress, de beaucoup de choses. Donc, des fois, il faut Bien sûr. consulter quelqu'un par rapport à ça. Voilà. Après, je crois que j'avais lu qu'il y a des injections de Botox qui peuvent intervenir de temps en temps sur des cas. Mais alors, voilà, des trucs comme ça. Mais à gérer, c'est très, très dur, les problèmes comme ça de bruxisme. Mais il faut s'entourer de professionnels, c'est Bien pluridisciplinaire. sûr. Entourez-vous d'un kiné spécialisé qui, si possible, a fait une formation en maxillofacial, en tout cas en qui vous avez confiance. D'un ostéopathe, pareil, qui pourra regarder votre mâchoire et vos cervicales, parce que peut-être il aura un regard un peu différent de ce que fera votre kiné. Et pourquoi pas aller voir un sophrologue Voilà. pour vous aider pour gérer la respiration, pour arriver à vous détendre. Un petit protocole de cohérence cardiaque le soir avant de vous coucher, ça ça mange pas de Et pain et ça vous n'hésitez fera pas à beaucoup de bien. changer, à Ouais, découvrir aussi des thérapeutes. Si ça vous convient pas, vous êtes libre d'aller voir d'autres thérapeutes et trouver vraiment des gens qui sont là pour vous aider et compétents, hein. oui, parce que vous finissez par vous fracasser les dents et Ouais. c'est Non, mais c'est sûr. Et C'est un sujet complexe, hein, parce que même nous, quand on les a au cabinet, tu vois, moi j'ai mes associés qui sont spécialisés du coup en maxillofacial. On les embrasse, Nathan et Nico. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est à chaque fois, tu vois, il y a tout un travail avec le port de tête, il y a des liens bien sûr. anatomiques entre la mâchoire, les premières cervicales. Donc, comme tu disais, le stress, l'anxiété, enfin voilà, c'est Bien quelque chose sûr. qui est multifactoriel. Ah oui, oui. Et en tant que dentiste, c'est extrêmement difficile à gérer parce que bon, ça abîme les dents. Tu peux lui faire, je sais pas, des couronnes, tout ça, il pète tout, hein. Les couronnes, elles pètent. Après, c'est un bordel, hein. Des fois, c'est presque ingérable, hein. Donc, après, maintenant, il y a des instruments qui permettent de réhabiliter. Je sais pas si vous avez entendu d'un instrument qui s'appelle le Mojo. Non, c'est Non. voilà, ça va permettre de modéliser sur l'ordinateur un petit peu les mouvements que font la mâchoire, l'articulation, pour pouvoir avoir un bon profil d'occlusion, pour pouvoir réhabiliter de manière optimale, pour justement que les pièces prothétiques ne pètent pas et qu'il y ait cette bonne occlusion, etc. Mais ouais, après il y a des procédés qui deviennent, c'est incroyable, mais ça reste difficile à gérer, hein, et un coût. Voilà. Et tu m'as fait une petite transition sans le savoir sur les métaux lourds. Quand il y a des caries, on vient mettre des plombages et peut-être avant on utilisait des métaux lourds, ce qui est peut-être plus le cas maintenant. Il y a toute une question d'intoxication du corps sur ces métaux lourds. Est-ce que tu pourrais Ouais, nous ouais. en dire un Alors mot? les plombages, ce qui est gris, on appelle ça l'amalgame dentaire. Bon, il y a eu effectivement dedans il y a du mercure, donc bon, pas terrible. Maintenant quand même. Je vais pas vous mentir, ça a fait vraiment ses preuves, ça a fait le taf. Il y a des gens qui ont ça depuis qu'ils sont nés et qui ont aucun problème dessus. Et à l'époque, il y avait que ça. Donc franchement, bon, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, les jeunes chirurgiens dentistes n'en utilisent plus du tout. Ça, moi par exemple, j'en ai jamais fait. J'en ai fait un à la fac, je crois, mais sinon j'en ai jamais fait. Maintenant. Bon, il y a des dentistes encore qui en utilisent. Ça, c'est vrai parce que bah, forcément, il y a quand même des bonnes choses. C'est quand même ça permet d'avoir c'est antiseptique, hein, tout ça. C'est clair qu'il y a moins de reprises de caries, tout ça, hein. Souvent, on le voit quand même. Euh, enfin, moins vite dans le temps, on va dire. Maintenant, bon, ça va dépendre. Je crois qu'un jour, j'ai hésité à en faire un. Faut savoir que le composite, parce que c'est la résine qu'on utilise pour soigner les petites caries notamment,
ils supportent pas du tout le milieu buccal, en tout cas la salive. Tout ce qui est salive, tout ce qui est aqueux. Donc ça, c'est très difficile de soigner si on ne protège pas bien. C'est pour ça que maintenant, les jeunes dentistes, ils mettent très souvent des digues dentaires. C'est le champ opératoire quand on soigne une dent. Maintenant, il y a des patients qui ne le supportent pas ou que c'est extrêmement difficile. Et un jour, je me suis posé la question d'en faire un sur une dent toute derrière où il n'y avait pas d'accès, où ça baignait dans la salive parce que c'était un patient qui avait un profil un petit peu en surpoids, donc la gencive qui collait un petit peu dessus. Et effectivement, là, ça peut être une indication. Bon, j'ai réussi à me débrouiller, mais voilà, je pense qu'on peut pas quand même abandonner ça. Même si bon, moi j'en ai jamais fait et je pense que j'en ferai jamais parce que ça m'intéresse pas tout ce qui est. En plus, c'est pas très esthétique, on va pas se mentir. Hmm. Maintenant, je pense C'est que quand même un si on. signe si tu n'en as jamais fait. Est-ce que tu conseilles ceux qui ont des plombages Alors de justement, passer à la résine? c'est là où je vais en parler, c'est que de pas s'inquiéter si on a des plombages. C'est là où je veux en venir en fait. C'est pas grave, vous allez pas attraper un cancer ou je sais pas quoi. Ça, il y a aucun risque. Vraiment, ça va aller. Je préfère rassurer. Maintenant, si on veut changer d'un point de vue esthétique, c'est possible, mais il faut que le plombage soit petit, de mon point de vue. S'il est gros, c'est-à-dire près de la pulpe, ou qu'il est imposant, il y a un énorme risque en le déposant, en l'enlevant, de fracturer la dent. C'est comme ça, en fait, comment ça se passe l'amalgame, c'est que quand on le prend dans la dent, ça va s'expandre dans la dent et vraiment un peu l'étendre, quoi. Et du coup, quand on l'enlève, ben, ça peut fissurer, fracturer la dent. Donc, vraiment, c'est un risque que je ne veux pas prendre si la dent va bien, déjà. Et si c'est proche de la pulpe, on peut réveiller, du coup, inflammer la pulpe et du coup, devoir dévitaliser la dent à terme, ce qui m'arrange pas non plus. Donc, moi, dans ma pratique, si on me le demande et que le plombage est relativement petit, assez éloigné de la pulpe, il n'y a aucun souci. Et on peut le remplacer soit par un composite, soit par une pièce prothétique qu'on appelle le inlay onlay. Voilà, fait par le prothésiste qui est super. En plus, en numérique, maintenant, c'est top. Maintenant, si le plombage il est gros, je refuse d'y toucher s'il n'y a pas de caries secondaires, donc de caries sous le plombage, parce que oui, ça arrive fréquemment, parce que c'est pas parce qu'on a une restauration qu'il faut pas bien se brosser les dents, parce que ça peut s'infiltrer. Euh, et ça s'infiltre si on n'a pas une bonne hygiène. Et il faut contrôler ces restaurations tous les ans. Il faut passer une petite sonde. Le dentiste doit passer une petite sonde s'il n'y a pas d'infiltration. Sinon, il faut le refaire. Voilà. Donc non. Sinon, je refuse de le refaire s'il y a des risques. Voilà. Ok. C'est vrai que sur 1000%, on a reçu des médecins fonctionnels qui peuvent être préoccupés par l'intoxication aux métaux lourds. C'est pour ça que je te lançais Bien dessus. sûr. Et dans Après, leur voilà. questionnaire, tu vois, Bien ça fait sûr. partie de leur procédé. Après encore en France, c'est encore autorisé. Il y a plein de pays où c'est interdit. Ils pensent l'interdire aussi en France. Bon, honnêtement, pour moi, c'est pas une mauvaise chose parce que je l'utilise pas, encore une fois. Mais voilà, j'aimerais quand même mettre une petite relativité parce que bon, nos ancêtres dentistes l'ont utilisé pendant très longtemps et ça a quand même sauvé des dents et Et ouais, soulager ouais. des souffrances. Donc voilà. Bénéfice-risque, toujours Exactement, pareil. c'est toujours ça. Bénéfice-risque. Et les Et, techniques évoluent. et sur Heureusement. les interventions, tu parlais que tu pouvais être amené à faire une ordonnance pour doser en sérologie Ouais. sur des résistances insulines. Est-ce que l'alimentation, comment tu vois l'alimentation et la santé bucco-dentaire? Bah, hyper lié, de toute façon. C'est ce que je disais. Les problèmes bucco-dentaires, encore une fois, elles sont liées à l'alimentation. Si tu fais que grignoter, tu vas avoir un pic d'acidité hyper présent tout au long de ta journée. La salive n'a pas le temps d'avoir ce pouvoir tampon et tu as un risque accru du coup d'avoir des caries. Ça, c'est assez compréhensif. Pareil, une alimentation hyper sucrée, bah, tu mets du carburant pour ces bactéries de ta plaque dentaire si tu as pas un bon brossage. Voilà, tout ça, voilà, le pire, c'est de toute façon, c'est le grignotage. Donc, ouais. Et j'avais vu passer une vidéo, alors je pense que c'est un de tes confrères qui est dentiste, qui l'a mis sur YouTube.
qui disait que dans les peuples, j'aime pas le terme primitif, mais entre guillemets, des peuples qui n'ont pas été contaminés par l'alimentation moderne et qui avaient encore des aliments à mâcher, à mastiquer très tôt. Ils avaient un aliment dedans qui était très bon et pas de problème de carie, euh, comme pouvaient l'être nos ancêtres avant l'arrivée Mm. du sucre dans l'alimentation. Alors, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? alors, faut savoir quand même que nos ancêtres, on a découvert du coup des squelettes datant de la préhistoire, ils avaient des caries. Ça, il faut le Hmm. savoir. Dès qu'il y a eu une alimentation un petit peu diversifiée, notamment dès qu'il y a eu la cueillette, tout ça, euh, c'est du sucre, donc il y avait des cavités dans les dents. Ça, c'est évident. Par contre, oui, ça c'est sûr et certain que notre alimentation, elle est hyper riche en sucre transformé en plus, donc hyper nocif pour la santé en général aussi, et que on a notre alimentation moderne a un risque accru d'avoir des caries. On peut voir aussi pendant les guerres où il y a moins accès à tout ce qui est bonbons, friandises, et ben il y avait moins de caries. Donc c'est quand même un fait quoi. C'est évident que tous nos aliments, en plus, voilà, tout ce qui est transformé, tout ça, bon, ben, c'est pas terrible. On a moins cet aspect masticatoire. Faut savoir quand même que plus on a un aliment qui mastique, plus on a, on va dire, quelque chose de cariostatique, donc protecteur contre les caries, parce que ça stimule le flux salivaire. Voilà. Moins on... Cariostatique. Ouais. Je vais aller Ouais. Ça fait sortir ça. plaisir celui-là. Hein. Ouais, Ouais. vous le mettrez dans les mots croisés, c'est sympa ça. Euh, c'est vrai que je Moi, fais quand même. j'ai Danto conscient, tu vois. J'ai Et écouté franchement, ça, j'ai trouvé ça. j'ai l'habitude de vulgariser beaucoup mon contenu, mais quand même, des fois, on doit me dire, mais putain, qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Non, mais voilà, protecteur contre les caries, il y a des aliments comme ça, comme le fromage aussi. Le fromage, c'est protecteur contre les caries, tout ça. Voilà. Il y a des. Mais j'ai fait une liste aussi dans mon livre. Je vous ai parlé de mon livre? C'est quoi le titre? Non. Voilà. Voilà. Et sur les maladies bucco-dentaires, il y a un aspect qu'on n'a pas encore parlé, c'est finalement qu'elles sont transmissibles. Quand Ouais. on vient prendre une cuillère de sa Oui. femme ou surtout pour nos enfants, finalement, il y a une capacité à transmettre en fait des Ouais. maladies bucco-dentaires. Exactement. Ben, de toute façon, la carie dentaire, la définition, c'est une maladie infectieuse. Voilà, donc maladie infectieuse. Donc quand on a une maladie infectieuse, ça veut dire que c'est transmissible, c'est d'origine bactérienne, donc c'est transmissible. Alors, bon, euh, je reconnais quand même que d'adulte en adulte, c'est quand même un peu moins systématique. Parce que en fait, on a quand même des défenses immunitaires si on n'est pas trop immunodéficient. Ça devrait aller. Même si, quand je traite une maladie parodontale, je demande qu'il y ait le conjoint qui vienne aussi pour regarder. Parce que forcément, on a les brosses à dents en plus à côté, on s'embrasse, tout ça. Même les enfants, ils ont souvent les brosses à dents dans le même pot. D'ailleurs, ne faites pas ça. Petite aparté. Ou même aux toilettes, si vous avez les WC à côté, ben, il y a des particules de vos excréments sur les brosses à dents. Ça a été prouvé. Donc, on la met ailleurs, dans un tiroir, peu importe. Et sans le capuchon. Le capuchon, ça retient aussi les bactéries, ça les prolifère. Par contre, voilà, j'aimerais souligner quand même la transmission du parent à l'enfant, qui là est beaucoup plus systématique. Parce que l'enfant, en fait, il a moins de défense. Si vous avez des problèmes, vous leur transmettez les caries. Et là, les pauvres, vous comprenez pas parce que vous leur brossez les dents et tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On ne prend pas la tétine, on la nettoie pas avec sa bouche, on la remet dans la bouche de l'enfant. Que des trucs comme ça. On n'embrasse pas son enfant sur la bouche. Alors je sais que là, il y a des mamans surtout qui vont me... Voilà, j'ai fait une vidéo dessus, C'est horrible, on Kevin. m'a insulté et tout. Ça, c'est Ah ouais. parce que t'as pas d'enfant. Voilà, tout ça. Et d'autres mots sympas. Mais la vérité, c'est ça, c'est que c'est un risque supplémentaire. Voilà, donc bon, après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. En fait, c'est une transmission bactérienne qui se fait par la voie de la Ouais, par bouche. voie buccale. C'est ça? Ouais. Mm.
Ouais, donc quand moi je goûte le biberon de ma fille, pour voir s'il est pas trop chaud, en fait, C'est pas terrible. Après, bon, ouais, si t'as une bonne hygiène bucco-dentaire, déjà, c'est pas mal. Si t'as acheté mon livre. tu n ouais, il va falloir que je brosse un peu plus alors pour vérifier ça. Mais oui, mais Mais c'est effectivement. effectivement, Mais c'est ce que je te dis, il y a plein de choses que ben, on n'a pas conscience, que moi j'ai pris conscience parce que bah, c'est mon métier, hein, c'est comme tout. mmh, Et puis encore une fois, j'ai choisi de retourner un petit peu sur les bancs de la fac là pour cette petite spécialisation qui m'a donné lieu à beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de cours ben, hyper intéressants. Mais voilà, c'est beaucoup de connaissances en plus et moi ça me passionne parce qu'en fait c'est un lien énorme avec mes réseaux, c'est la prévention et la paro, ben, c'est ça. Est-ce que on pourrait résumer là, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations pour nos auditeurs, peut-être les habitudes à prendre en compte pour nos enfants. On a compris que c'était un public à prendre en compte, et Ouais. peut-être des habitudes pour nous, juste un petit résumé pour les adultes et un résumé pour les enfants. Ok, ben pour vous les adultes, un brossage de dents au moins 2 fois par jour, idéalement pour moi 3 fois par jour, avec une brosse à dents à poil souple. Petit fil dentaire 1 fois par jour, avant le brossage idéalement. Si vous avez des espaces un peu plus conséquents, les brossettes pour moi sont conseillées. On peut terminer par un petit bain de bouche sans alcool à usage quotidien qui peut être intéressant avec du fluor. Pareil, dentifrice fluoré, 1000 ppm de fluor avant 6 ans. On respecte les dosages avec la quantité de dentifrice, mais là vous aurez soit le lien sur l'UFSBD, soit dans mon livre. À partir de 6 ans, 1450 ppm de fluor avec un petit poids de dentifrice. Pas besoin d'en mettre sur sur toute la brosse à dents. Euh, les brosses à dents électriques ou brosses à dents à poil souple, c'est vous qui voyez. L'important, c'est que vous ayez une bonne hygiène, plus de plaques dentaires. Vous pouvez voir votre plaque dentaire avec des petites pastilles ou des petits colorants qu'on achète en pharmacie, qui sont un révélateur de cette plaque dentaire, qui révèlent en fait les bactéries qui font des caries ou des problèmes de gencives. Pour vos enfants, ben, vous suivez bien les recommandations que j'ai dit au début, de leur brosser les dents dès leurs premières dents. Ça, c'est hyper important. Que les dents de lait, c'est le capital bucco-dentaire, c'est le premier capital et ça permet ben, de conditionner les dents d'adultes, leur bonne mise en place et leur santé globale. Que de pas faire abstraction d'un saignement de gencive, d'aller consulter son dentiste au moins 1 fois par an. Je sais que c'est difficile de trouver un dentiste dans certaines régions, mais malheureusement, je suis obligé de vous donner ce conseil que c'est essentiel d'avoir un dentiste traitant, parce que sinon, on ne peut pas maîtriser tout son état, et surtout, on ne peut pas voir totalement les choses, parce que ce n'est pas parce que vous ne souffrez pas que vous n'avez pas quelque chose de grave en bouche. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Il y a beaucoup de patients qui viennent me consulter, qui n'ont aucune douleur, qui veulent faire un contrôle parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait et que ils ont dit bon allez on va voir un dentiste et je leur annonce qu'il faut extraire toutes les dents. Ce qui est extrêmement dur pour eux psychologiquement, extrêmement dur pour moi d'amener ça, parce que c'est un deuil. Et après, les réhabilitations peuvent être extrêmement onéreuses. Donc, il faut faire un contrôle régulier, avoir une hygiène bucco-dentaire adaptée et régulière. Et voilà. Et après, pour tout ce qui est consommation drogue, tabac et alimentation de grignotage, eh bien, ça serait bien d'éviter un petit peu. Oui, donc là, de venir te voir 1 fois par an, c'est finalement faire des économies financières, Carrément. douloureuses et émotionnelles, quoi. Hein, quand Carrément. t'enlèves Ben, toutes les dents, c'est quoi? C'est des dents pourries finalement? C'est comme ouais, tu des le dents décrivais au avec début? des kystes, des dents, voilà, des dents pas terribles. Ok. Après, voilà, et je des dents qui ont des une mobilités, voilà. Là, mais je oh, reçois, je vais vous dire, hein, je reçois tous les jours des gens âgés de 20-30 ans euh, qui viennent me voir comme ça et qui vont repartir avec un devis extrêmement onéreux, avec peu de remboursement et des cas qui sont terribles, quoi. Ils n'ont
aucune conscience de leur bouche. Je suis obligé de. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos, d'empreintes numériques. Ça m'aide beaucoup la caméra numérique pour bien montrer aux patients leurs problèmes. Les révélateurs de plaques dentaires sont intéressants pour montrer un peu les problèmes. Ils vont me dire, je me brosse les dents une fois le matin comme tout le monde. Voilà, et, avec des fois beaucoup de contextes un peu tristes, de tabac, de drogue des fois, voilà, et beaucoup de négligence en fait, parce qu'en fait, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais ce qui est cher chez le dentiste, c'est la négligence. C'est la vérité. On a la chance d'avoir des soins conservateurs les moins chers du monde, enfin, parce que en fait, les soins conservateurs, Ils sont la remboursés. plupart sont très bien remboursés. Euh, et des soins conservateurs, ça peut être extrêmement rapide à faire si vraiment la carie ou le problème n'est pas profond. Par contre, effectivement, si on laisse traîner, si on n'a pas le bon réflexe d'aller faire des contrôles réguliers, là, ça peut être assez terrible. Et je suis le premier à dire que être sur mon fauteuil, c'est pas rigolo pour des soins extrêmement longs et qui peuvent être très onéreux. Oui, c'est une consultation remboursée tous les 6 mois, Non, c'est ça? pas forcément. Pas forcément. C'est en consultation, c'est remboursé. C'est comme chez le médecin. Ah, de contrôle, je pensais qu'il y avait un délai entre chaque consultation à Non, respecter. normalement, il n'y a pas de. Après, oui, il faut pas venir tous D'accord. les jours, mais enfin, j'espère. Oui, non, Mais, j'entends. mais bon, après, Mm. après, voilà, déjà, une consultation tous les ans, c'est déjà pas mal. Tous les 6 mois, si vraiment tu es sujet au problème, quoi, voilà. Après, malheureusement, dans le cas de maladies parodontales, là, j'ai affaire, par exemple, à un jeune, je vais vous décrire un petit peu, 20 ans. Bon, des dents qui commencent à être mobiles, du tartre partout, beaucoup de plaques, de l'inflammation et des poches parodontales partout, avec un saignement spontané, tout ça. Bon, ben lui, malheureusement, il va avoir droit bon, à un enseignement à l'hygiène bucco-dentaire, un détartrage, pas de souci. Euh, Maintenant, c'est pas qu'un détartrage, hein, parce qu'attention, un détartrage simple, c'est délétère. Ça met des bactéries partout, donc là aussi, ça serait bien que les dentistes aussi se forment beaucoup plus à la parodontie parce que faire un simple détartrage rapide, ça peut être délétère. C'est comme ça. Maintenant, lui, voilà, ce qu'il va avoir droit, c'est beaucoup de séances pour stabiliser son état, rendre ce microbiote symbiotique, qui est complètement dysbiotique. Euh, voilà, c'est très dur. Ça va être dur parce que en fait, il a aucune conscience de ce qu'il a. Et là, il va recevoir un devis pas du tout remboursé parce que les maladies parodontales sont pas prises en charge en France, alors que pourtant, je vous cite tout ce que ça conditionne. Donc ça, c'est sûr que ou pas assez bien pris en charge. Donc voilà. Donc c'est compliqué à 20 ans. Euh, Comment je choisis mon dentiste? Est-ce que j'ai on parlait par exemple des kinés spécialisés en maxillofacial et je vous disais, parce que je suis kiné et ostéo, et du coup de voir si le kiné il a fait un DU par exemple, ou s'il a fait un Bien diplôme sûr. complémentaire. Comment je choisis mon dentiste? C'est impossible de le choisir en France. Je vais pas vous mentir, c'est impossible. Déjà, avoir un dentiste, ça devient dans certaines régions un luxe. Donc ça, malheureusement, voilà. Maintenant, pour moi, voilà, pour moi, avoir un dentiste, en fait, moi, par exemple, je confierais pas ma bouche à n'importe qui. C'est ça, c'est clair et net. Je veux qu'il y ait une relation de confiance. J'ai des patients qui vont pas du tout me supporter mon approche parce que voilà, c'est comme ça. Et moi, inversement, il y a des patients que je ne pourrais pas soigner parce que je n'ai pas le feeling. Et moi, pour soigner bien, il faut qu'il y ait ce contrat de confiance entre mon patient et moi. Ça, c'est obligatoire. Et ça, je comprends totalement qu'il y ait des patients qui veulent pas me voir parce que voilà, c'est comme ça passe pas bien. Et inversement, malheureusement, c'est le cas. Maintenant, en France, il y a extrêmement un besoin médical, pas que dentaire, hein, mais médical, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de prévention. Parce qu'en vrai, les dentistes, on y est. Mais en fait, il y a tellement de cas qui auraient pu être traités avant de manière beaucoup plus rapide. C'est triste à voir. Et encore une fois, le métier de chirurgien dentiste est extrêmement compliqué parce que
on a des soins qui peuvent être extrêmement longs. Moi, par exemple, tous les jours, j'ai des soins chez une seule personne de 2 heures. Donc, j'ai 2 fois 2 heures dans mon emploi du temps. Donc, déjà, j'ai que 2 personnes en 4 heures. Et après, le reste, ça peut être des consultations, des petits rendez-vous. Mais déjà, ça me prend 4 heures, juste 2 patients à traiter. Et des fois, ce rendez-vous de 2 heures, c'est pour une seule dent. Si je te fais un devis de réhabilitation globale, peut-être que tu vas avoir 10, 15 rendez-vous de 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper chronophage et ça, tu soignes un patient. C'est pour ça que tu peux pas soigner beaucoup de patients et que ce qui est triste, c'est que du coup, tu es obligé de refuser des patients, des nouveaux patients. La plupart des cabinets font ça pour se concentrer déjà sur leurs patients qui déjà leur demandent énormément de temps et heureusement qu'ils font ça parce que si tu traitais trop, tu aurais des rendez-vous à 1 an, 2 ans. Et voilà, c'est un peu chaud. Tu vois, pour rebondir sur la question de Pierre, tu parlais des maladies parodontales qui étaient centrales dans notre santé buccale. Mm. Est-ce qu'un dentiste qui a pas fait le DU que tu es en train de faire, est-ce qu'il peut passer à côté de maladies parodontales Oui, ou pas du tout? oui. Ok. Oui, il peut. Après, bon, il n'y a pas que faire un DU, hein, tu peux te former aussi à côté. Moi, avant ce DU, j'ai fait beaucoup de formations à côté, formations qui deviennent de plus en plus obligatoires pour les dentistes, mais ils peuvent choisir laquelle faire, suivant ce qui leur plaise, parce que évidemment, le monde du dentaire, moi, vous savez, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, tu soignes des dents, c'est bien, mais en fait, chaque spécialité dentaire, que ce soit la parodontie, l'endodontie, l'esthétique, l'implantologie, L'ortho. l'occlusodontie, tout ça. Chaque spécialité demande infiniment de connaissances, de maîtrise. C'est tellement énorme ce qu'on te demande rien que dans une spécialité. Même moi, là, dans la spécialité de parodontie que je m'intéresse, je dirais que je suis à 20%, vraiment, 30%. Vraiment, sincèrement. Alors pourtant, je suis passionné, je fais que bosser ça. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes pour des cas spéciaux. Et après, ça rend tout très compliqué parce que du coup, chaque spécialiste, du coup, des fois, il y a des gros temps de délai de rendez-vous, que c'est onéreux aussi. C'est normal parce qu'ils vont mettre tout en œuvre pour se spécialiser là-dedans. Tout ça, c'est extrêmement compliqué et les formations de dentistes sont extrêmement onéreuses. Donc, il faut prendre le temps, fermer le cabinet une journée ou deux, plus si tu fais un DU, etc. Chaque formation, c'est des milliers et des milliers d'euros. Voilà, par exemple, je vais vous dire concrètement, un de mes associés qui est implantologue, il a plus de 200 000 euros de formation. Voilà, donc Ouais, ça calme. c'est un investissement financier, personnel, en temps aussi. Il faut être vraiment passionné. C'est un vrai investissement et voilà. Donc non, voilà, c'est comme ça. Ouais, tu sais, c'est dans tous les corps de métier, je pense, dans les professionnels de santé. Pierre, il a fait ostéopathie, il a rajouté 5 ans, il a rajouté aussi C'est pas exactement mal de ça, voilà. financiers, et voilà. Hein. Tous les métiers, c'est un investissement et tout. Et forcément, ça se répercute sur le prix aussi du patient. Et c'est aussi pour ça que je fais un outil de prévention comme mon livre, L'incroyable pouvoir de vos dents, qui je pense, si c'est vraiment un succès, peut avoir un impact sur la santé bucco-dentaire et même générale, comme on a vu, qui est intéressant. Parce que vraiment, en ayant les bonnes pratiques, les bonnes connaissances, on évite 90% des problèmes et on ne va plus chez le dentiste pour faire des soins désagréables et longs et onéreux, mais on va chez le dentiste en contrôle une demi-heure. Voilà. Ah, mais c'est génial, Kevin. Hein. Le meilleur conseil à 1000%, ce serait d'acheter ton livre. Et le deuxième, de ce que j'ai compris, c'est de consulter sans avoir de problème aux dents. Parce qu'en fait, on peut C'est ça. avoir des problèmes sous-jacents, silencieux, sans symptômes, qui nous amènent vers des plus gros problèmes, quoi. Mais le troisième conseil, c'est de se brosser les dents 2 minutes après chaque repas, quoi. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est déjà bien parce que moi, en vrai, je suis dans la pratique. Il y en a très peu au final. Je vais vous dire vraiment, je pense que vraiment, j'ai, allez,
un bon tiers de mes patients qui se brossent pas quotidiennement les dents. C'est la vérité. Et bon, à ça, on peut pas le soustraire, quoi. C'est une vérité. Le brossage des dents, l'action mécanique, c'est essentiel. Voilà. Un bon tiers, ça sous-entend une petite moitié quand même, hein. Ouais, mais Oui, il y a là, ceux qui veulent pas le dire aussi. là, je te parle de ceux qui vont pas se brosser les dents tous les jours, quoi. Même pas une fois, quoi. Qui le font quand ils y pensent. Et ça, encore une fois, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas eu une bonne éducation, pas forcément de leur faute, pas eu la chance d'avoir des parents qui t'éduquent à ça. Pareil, à la télé, à tout, te fait pas, on te bassine pas avec la prévention comme dans d'autres pays, hein. Il y a d'autres pays où la prévention, je pense que en Suisse, au Canada, elle est plus importante. Voilà. Ah, mais c'est top le message que tu donnes de finalement pas culpabiliser les gens. On est aussi l'héritage de notre propre vie et tu vois, on fait aussi ce podcast 1000% pour donner des infos, apprendre, devenir une meilleure version et finalement, voilà, plus on a de connaissances, plus on s'améliore, hein. Ah oui, oui, bah, de toute façon, L'info est accessible, hein. voilà, c'est ça. Mais non, après, ça sert à rien de culpabiliser les gens, ça, t'avances pas sur ça. Et puis, encore une fois, bon, moi, je suis né en France, dans une famille modeste, mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une éducation, tout ça. Enfin, voilà. T'as pas ça, déjà, tu pars moins bien. Voilà, c'est comme ça. C'est évident. Eh ouais. Et juste, je reviens sur un petit point. Tu disais détartrage qui peut parfois être délétère. Est-ce Ouais. que tu pourrais me préciser ça? Il y a... Bien sûr, et d'ailleurs, bah, là, je parle aussi à des dentistes. C'est important de regarder vraiment l'état gingival, l'état de saignement. Moi, pour moi, on ne peut pas faire un détartrage si vraiment il y a de la plaque dentaire énorme, une gencive extrêmement rouge, avec du saignement, avec voilà, c'est tout ça. On ne peut pas faire un détartrage sur ce terrain-là. Il faut déjà diminuer l'inflammation par une meilleure hygiène, par du bain de bouche peut-être, tout ça, mais déjà diminuer l'inflammation, qu'il y ait moins de plaques dentaires. Et là, à ce moment-là, oui, on peut faire un détartrage, parce que honnêtement, un détartrage ne doit pas être si douloureux que ça. Évidemment, si tu as une inflammation, ça va être douloureux. C'est évident, parce qu'en fait, t'enlèves le tartre, là où c'est inflammé, machin, c'est extrêmement désagréable. Moi, quand on me fait un détartrage, j'ai pas d'inflammation, j'ai aucune douleur, rien. Mais effectivement, un patient qui va avoir une grosse inflammation, c'est extrêmement désagréable, douloureux. Et encore une fois, sur un terrain où il y a une grosse inflammation, du saignement, des bactéries, tu peux propager tout en faisant un détartrage simple comme ça. Et voilà, et après, évidemment, il y a des instruments qui vont potentialiser ce soin, qui pour moi ne devrait pas s'appeler un détartrage, parce qu'il y a beaucoup d'instruments là. Le détartrage, c'est une nomenclature depuis longtemps, qui est un petit peu révolue pour moi. Il faudrait un vrai soin parodontal à chacun, et presque tous les 6 mois, un an. Ça serait bien. Finalement, il faut que mon dentiste il ait fait une formation de parodontie. Non, pas forcément Ce serait le aussi. top. Mais effectivement, de toute S'appelle façon, Dr Kevin en plus. non, Ouais. mais non, parce que bon, voilà, pas forcément. Mais après, c'est sûr que c'est bien d'avoir toutes les armes aussi. De toute façon, voilà, le but du jeu, c'est de venir chez le dentiste avec le moins de plaques possible. Et ça, pour le coup, le moins de plaques possible, vous en avez la maîtrise. Voilà, c'est si je vois de la plaque que je peux le récolter à la sonde, c'est que vous pouvez l'enlever par le brossage. Donc voilà, ça c'est évident. Ouais, ce sera ma dernière question, je pense. Après, on va te laisser tranquille. J'avais vu justement des appareils pour se détartrer les dents seuls. Quel est ton avis? Aïe, aïe, aïe. Quel est ton avis là-dessus? Du coup, c'est une dentiste qui avait fait le test qui s'appelle Les mots de la bouche, qui est plus encore sur les réseaux en ce moment, qui a fait une petite pause, qui avait testé du coup un appareil acheté dans le commerce qu'on voit partout sur toutes les pubs, et l'insert en ultrason qu'on utilise chez le dentiste
Bon, déjà la différence de prix est assez significative évidemment, mais c'est surtout l'efficacité et encore une fois, heu, moi je j'ai pas peur de le dire, faire un bon détartrage, ce qu'on appelle un détartrage, c'est un des actes les plus compliqués pour moi de la dentisterie. Tu peux faire un détartrage, comme tout le monde, on s'en fout, mais faire un bon détartrage, un bon soin parodontal, c'est extrêmement compliqué, c'est chronophage, et en plus, si tu utilises ce type d'instrument, tu peux te blesser la gencive. Bon, c'est quand même, assez dommage, je trouve, alors qu'on est là pour faire quelque chose de qualité. Du coup, un détartrage de qualité, ça dure pas 10 minutes. Il faut. Tu dis que c'est chronophage, donc ça prend du temps en fait. Hein. Normalement, oui. Après, effectivement, ça c'est un autre problème, c'est que voilà, c'est pas assez rémunéré en France par rapport à voilà. Ça c'est un autre problème. Et après, après voilà, il y a des dentistes comme des parodontistes qui vont faire un dépassement d'honoraires, ce qui est mon cas, et pour faire quelque chose de qualitatif, voilà. Mais voilà. Ok. Bon Ça se bah, comprend, hein. ouais, Si tu ouais, passes c'est plus clair. Bah, après aussi forcément voilà, c'est en fait, c'est ce que je te dis, c'est le problème, c'est que, si tu rajoutes, des choses, forcément il y a beaucoup d'appareils, même des machines suisses que je citerai pas, qui vont aider à cette désinfection, des minéraux passés sous la gencive qui vont aider à tout ça, voilà, des poudres, tout ça, enfin, voilà, donc c'est un complément, qui est nécessaire. Après voilà, c'est ce qui est bien en France, c'est que les soins sont quand même accessibles, au plus grand nombre et voilà. Bon bah top, hein, merci Kevin. Je pense que tu nous as Magnifique. bousculé. Je pense, moi c'est On va vraiment passer le fil dentaire le ce fil soir. dentaire, ouais. Bon, ça me fait Je pense que plaisir tu alors. nous as bousculé sur ça et le message que tu donnes, comme quoi on est capable de passer à l'action pour limiter cette plaque dentaire. Je pense que ça c'est un message qui est super bien passé. Bon, ben, c'était un plaisir en tout cas. Mmh. Bon bah merci et puis peut-être à la prochaine sur 1000%. Tu peux Bien sûr. reparler un petit peu de ton livre pour en reparler une 10e fois. Eh bien, écoutez, L'incroyable pouvoir de vos dents, édition Le Duc, de Dr Kevin, qui sort maintenant. Vous pouvez le précommander avec le lien Fnac sur mon profil ou en la Fnac partout. Ce sera disponible le 25 septembre et c'est un livre, du coup, vous trouverez plein d'anecdotes sur le dentaire hyper intéressantes, même si vous êtes dentiste en plus. De toute façon, c'est un livre qui est accessible à tout le monde parce que c'est très facile à lire, mais c'est extrêmement complet. Et je me suis basé sur les dernières études scientifiques pour vous montrer toutes les pathologies qui peuvent nous affecter et comment s'en protéger pour vous et vos enfants, encore plus particulièrement de mettre en place les bonnes habitudes pour vos enfants, pour qu'ils n'aient plus jamais de souffrance et jamais de problèmes bucco-dentaires et même général dans leur vie. Voilà. Super. Bon, bah écoute, Kevin, on te remercie Avec plaisir. et on te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bonne soirée. Allez.